evening, everybody. Bonsoir, on va commencer. Fred, premièrement, de la part de la Société d'horticulture de Saint-Lambert, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos invités ce soir et à nos membres, évidemment. Et si vous êtes intéressé à devenir membre, je vais passer un papier et vous avez juste à mettre votre nom et votre courriel et on va vous contacter. Je vais commencer ici. Je vais commencer ici. Tu se passes celle-là? Yeah. Parce qu'il y a certains gens qui, en rentrant, ont mentionné qu'ils aimeraient devenir membre. OK, on va passer le papier. Ça me fait grand plaisir d'accueillir M. Philippe Blesse ce soir de la Société de la Vigile verte. Philippe va nous parler de la mission de la Vigile verte et de l'importance de la biodiversité et surtout la relation avec nos jardins aussi. Donc je vais parler de Philippe. Philippe est un biologiste senior et médecin et le fondateur de la Vigile verte, diplômé de l'Université de Montréal et originaire de Saint-Lambert, Préville, je crois. Pas tout à fait original, mais j'ai passé l'enfance. Il parcourt depuis plusieurs années les milieux naturels de la région, plus particulièrement le bassin versant de la rivière Saint-Jacques. Tout près de nous ici. Il a été conseiller en biodiversité et président du conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Et sans plus tarder, veuillez accueillir M. Philippe. Bonsoir, merci. Alors c'est ça, mon nom c'est Philippe Blais et aujourd'hui je vais vous présenter un peu, essayer de faire un résumé le plus succinct que je suis capable, parce que les gens qui me connaissent, ils savent qu'un de mes points faibles, c'est de faire n'importe quoi d'une façon courte et succincte. J'ai tendance à m'étirer sur des sujets d'une façon impressionnante et allongée. Alors, si jamais, à un moment donné, il faut que je pédale un peu plus, que j'aille plus vite, c'est parce qu'on est passé mon point du milieu de présentation, puis on est passé plus que 30 minutes. Ça se peut que j'accélère à un moment donné, mais je vais ralentir sur d'autres sujets qui vont être plus intéressants pour moi, en tout cas, en espérant qu'ils soient aussi intéressants pour vous. Y a-t-il moyen de fermer les lumières? Je ne sais pas si... Oui, je crois. Juste la lumière, juste là. Juste la norme pour les présentateurs, c'est de rester debout toute la présentation, mais j'ai 2 années de scan, il faut que je m'assoie, vous allez me pardonner s'il faut que je m'installe sur ma chaise. Bon, alors, ça c'est notre organisme, puis on l'a fondé en... Je vais passer à la prochaine... Ça c'est notre page frontispice là, sur notre page web. On a aussi une page Facebook, là, comme tout le monde se voit quand on a un organisme. Donc, nous autres, on a été fondés en 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité. C'était pas un hasard, c'était vraiment voulu. Et donc, ça fait 14 ans qu'on est actif dans la région, surtout de la prairie environ. Mais on a un territoire assez élargi qui rejoint même Saint-Lambert. Parce que c'est ça, le milieu naturel d'intérêt, c'est le boisé de Brossard. Là, en fait, c'est le boisé de Brossard, la prairie, Carignan, Saint-Jean, parce que c'est 4 municipalités qui se partagent de ce gros massif-là. Puis juste pour résumer pour vous, c'est surtout le boisé là, qui est quand vous partez vers les cantons de l'Est sur l'autoroute 10, dès que vous avez dépassé le 10-30, bien, ce que de chaque part, c'est pas pour rien que c'est long et qu'il n'y a pas grand-chose, parce que c'est un énorme boisé. C'est un espèce de gros complexe, le milieu naturel, humide, les marécages, les boisés, tout ça. Puis on va faire un petit peu un survol de ça, puis nos activités principales. Donc ça, c'est le milieu que je vous parlais, c'est tout ce grand boisé-là. Quand on prend ça c'est l'autoroute 10, c'est le 10-30 qui est ici. Puis quand vous partez par ici, c'est tout ce gros milieu-là ici. Puis il y a des milieux connexes à ça, d'autres boisés ici, dans le sens à Saint-Hubert. Ici, on est encore à Brossard, c'est un énorme marécage ici. Là, on tombe à la prairie avec la zone de la carrière qui est ici, puis il y a un autre grand boisé ici. Et ça rejoint aussi d'autres boisés qui sont ici dans la limite de la prairie, de Saint-Jean, puis ici, le Carignan, encore ici à Saint-Jean. Fait que c'est plusieurs municipalités, puis ça chevauche 2 MRC, fait que c'est quand même assez complexe comme gestion du point de vue municipal. Prochaine diapo. Ça résume un peu toutes nos activités qu'on a faites depuis notre constitution. L'activité principale qu'on fait, là, qui est vraiment récurrente, puis qui est une grosse tâche, la cheval de bataille, je devrais dire, c'est le nettoyage des rivières.
On fait plusieurs épisodes de nettoyage de rivières, surtout les rivières qui sont locales dans notre territoire. On va en parler un petit peu plus tard en plus en détail. Et ça, on doit cette activité-là principalement à notre charmante directrice Gina qui est ici en arrière et son conjoint qui est un fanatique mordu des nettoyages de rivières. Il est resté pour nettoyer nos rivières qui ont grandement besoin de nettoyer. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite de ça, depuis le début, on fait des recensements fauniques un peu continus, un peu opportunistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des randonnées, on essaie de voir si c'est des pistes d'animaux qu'on n'a jamais vus ou avoir une idée des populations qui sont dans notre coin. Fait que c'est surtout les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les papillons de jour, les papillons de nuit, d'autres insectes, les mulettes. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi les mulettes? Les freshwater clams, freshwater mussels. Okay. C'est ça, le mot français, c'est mulette. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est ça le vrai terme. On fait aussi des recensements floristiques de la même façon continue. C'est chaque fois qu'on fait des randonnées ou des sorties ou n'importe quel de nos membres qui va se promener en forêt, qui prend des photos, c'est toujours des opportunités pour trouver des nouvelles plantes, des nouvelles espèces de plantes. Et dernièrement, on a aussi fait des recensements mycologiques, c'est-à-dire de champignons. Donc, on a fait appel au Cercle des mycologues du Québec, qui étaient vraiment des experts assez chevronnés dans la matière. Puis, c'est des activités qu'on a depuis 2-3 ans. On a trouvé des affaires assez impressionnantes, des nouvelles espèces qui n'étaient même pas connues au Québec, des choses comme ça, incluant des truffes. Pas des grosses truffes comme en Europe, là, mais des petites truffes quand même. Alors, c'est des grands intérêts, des grands intérêts. Notre recensement aussi annuel de la Rainette Faugrillon à tous les printemps, on passe une semaine ou deux à essayer de recenser tous les endroits où dans le territoire c'est connu pour avoir la Rainette Faugrillon. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler de la Rainette Faugrillon? Le chorus frog, ça passait dans les nouvelles. Il y a eu un décret fédéral, ça fait énormément de nouvelles dans les médias il y a quelques années parce qu'il y a eu un premier décret pour une espèce menacée au Canada, mais en terre privée. C'était la première fois que ça arrivait, puis c'était dans notre cours, puis on a été effectivement pas mal impliqués là-dedans. Alors, c'est à cause de nous autres qu'il y a eu tout ce cafouillé-là. Mais en tout cas, en partie, là, c'était quand même quelque chose qui était légitime, mais ça a fait énormément de vagues au niveau politique. Ensuite de ça, une de nos grosses activités, c'est assez récurrente à chaque année depuis le début, c'est la protection des nids de tortues. On a 3 espèces de tortues qui pondent dans notre territoire. Et ça, on va en parler un petit peu plus en détail plus tard. Ensuite de ça, la population de mulettes aussi, on a un suivi sur une section de la rivière Saint-Jacques où on a fait ça pendant un certain nombre d'années. On a aussi un suivi pendant un certain nombre d'années, c'est en suspens pour l'instant, mais est-ce que tout le monde connaît le noyer cendré, le butternut? Pas le buttersquash, le butternut, c'est comme un arbre qui a une maladie qui est menacée au niveau fédéral et provincial. Et c'est un arbre en bois que les gens ne connaissent pas toujours, mais c'est un arbre qui est menacé d'extermination à cause d'une maladie. On va en parler un petit peu plus tard. On fait aussi de la restauration écologique forestière, surtout de la plantation de petits arbres et de la plantation de noix. Et aussi, on fait de façon, autant qu'on est capable, surtout des expériences d'éradication d'espèces exotiques envahissantes. Là, il y a 3 espèces de plantes qui sont exotiques, qui sont excessivement destructives sur notre territoire. Si on fait des efforts pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut contrôler ça. À chaque printemps, toujours à chaque printemps, on fait des sorties printanières. Je ne l'ai pas remarqué, mais on fait aussi, la plupart du temps, l'hiver, on fait des sorties hivernales pour les gens du groupe. Là, on va faire des randonnées en forêt, puis on s'amuse bien, puis on trouve des nouvelles choses. Et finalement, pas un programme, mais on planifie, en tout cas ça c'est un programme plus personnel, une espèce de projet de renaturalisation résidentielle. On n'en parlerait pas énormément, parce que ça prendrait une présentation en soi. Je sais qu'il y a des membres ici qui sont intéressés à ça, mais si jamais vous trouvez que c'est pas trop plate ce qu'on va dire à soir, on pourra peut-être revenir dans une autre circonstance, puis faire une présentation spécifiquement pour ça, parce qu'il y a énormément de matière qu'on peut placoter là-dessus, des choses qu'on peut mettre dans notre cours arrière, notre cours avant. On peut raménager ça pour réinviter la nature dans notre espace personnel. Mais comme ça, ça va être très bref parce qu'on va manquer de temps. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est les nettoyages de rivière. Comme vous voyez, il y a vraiment des bénévoles de tout âge. C'est pas de 0 à 99 ans, mais c'est pas loin. Alors, prochaine diapo. Donc, ça vise essentiellement, on a fait nos nettoyages surtout dans la rivière Saint-Jacques, la rivière de la Tortue, la rivière Saint-Régis, qui sont plus au sud ici. Là.
Saint-Constant, à Candiac. Et aussi les berges du Saint-Laurent de façon occasionnelle. Ça, c'est la rivière Saint-Jean qu'on a de chez nous. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'on a une rivière entre Brossard et la Prairie? Oui, c'est ça. Bien, s'il y a un signe sur l'autoroute 30 puis sur le boulevard Tachereau, c'est à cause de nous autres. Parce qu'avant, il n'y avait aucun signe. C'était vraiment drôle parce qu'on a commencé, la plupart des citoyens des deux villes, personne n'avait aucune idée qu'il y avait une rivière dans leur territoire. Puis c'est pas une petite rivière, c'est pas un ruisseau, c'est une grosse rivière. Puis quand on monte dans les tables, c'est sûr qu'à la place, on a l'impression d'être des cartons de pièces, mais ça, c'est dans ma cour, en fait. Chez nous, à la Prairie. Prochaine. Donc, les statistiques bouleversantes. Depuis qu'on a commencé, c'est 77 tonnes qu'on a sorties des rivières. Pas dans les cours, là, des cours d'eau, des berges et dans le cours d'eau. Prochaine. Ça, c'est CPN, la Marie de Gina. C'est Gina, ça? Oui. Alors, ça, c'est juste un petit échantillonnage des pneus qu'on a sortis de la rivière. C'est pas toujours des petits pneus de voiture, c'est souvent des pneus de tracteur, des pneus agricoles, des super gros pneus. Ça, c'est le total des pneus qui ont été sortis de la rivière depuis le début. C'est presque 700 pneus, c'est beaucoup de pneus. Puis il en reste encore beaucoup. Parce qu'historiquement, le problème, c'est que la plupart des rivières québécoises, encore c'est pas juste les rivières québécoises, c'est pas mal les rivières de toute la planète. Avant qu'il y ait un mouvement écologique, bien, la plupart des rivières servaient de dépotoirs ouverts disponibles à tout le monde. Alors, tout le monde mettait les enfants dans la rivière parce que quand ils sont dans l'eau, on les voit plus. En plus, le courant les tâches, c'est encore mieux. Les critiques agricoles ont été longtemps comme ça. Fait que nos rivières, il y a énormément de déchets encore dans le fond. Puis il y a beaucoup de. Dans les berges, souvent, quand les berges sont creusées par les courants au printemps, on voit souvent des énormes dépotoirs illégaux là, qui étaient toujours en bord des rivières parce que c'était des endroits qui n'étaient pas utilisés pour l'agriculture. Fait que c'était pas dans le champ, c'était dans la rivière ou sur le bord de la rivière. Alors, on a énormément de chemins à faire pour attraper ce qui a été fait comme dommage dans nos rivières. Prochaine. Fait qu'on sort beaucoup de métal, 38 tonnes de métal qu'on a sorti de la rivière. C'est pas toujours des plaques des plaques d'immatriculation ou des fourchettes, là, c'est souvent des gros morceaux comme ça. Prochaine. Moi, quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Gina, quand tu m'as dit les statistiques, je les écrivais, puis là, elle a rajouté un chiffre par exprès, je sais pas là. C'est ça, c'est juste les sacs de petits déchets qui ont été sortis des rivières. C'est ça qu'on a sorti de la rivière, des rivières dans le coin depuis le début de nos pratiques. C'est à peu près quoi, 10 ans qu'on fait des nettoyages de rivières? Ben ouais, 14, à peu près 10 ans. Donc ça, c'est ce qu'on a sorti là, avec un vrai petit budget et beaucoup de volonté. La prochaine. Alors, ça, c'est le nombre de bénévoles. Ça, j'étais vraiment renversé. Le nombre de bénévoles depuis le début, c'est ça qu'on a eu comme bénévolat. Il y a énormément de participation pour ça. C'est vraiment le fun de voir à quel point les gens ont intérêt pour nettoyer leur cours d'eau et leur environnement général. Est-ce que vous avez déjà trouvé des choses? Ça s'en vient. Tiens, il y a le fun. J'avais vu venir. Il y a un punch qui s'en vient. Là. Prochaine, Pierre. Ça s'en vient pas dans les cellules. Ça s'en va là. Allez voir. Ça, c'est le nombre de kilométrage de courbes d'eau. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qu'on a refait à quelques reprises parce que vous pouvez imaginer qu'à chaque printemps, la rivière elle gruge un peu, elle se promène. Fait qu'il y a des nouveaux trésors qui sortent de la berge, puis des fois il y en a qui sont enfouis. Moi je le vois dans ma cour, dans ma petite section de rivière en arrière de chez nous, il y a 10 ans, je voyais des pneus ici et là, puis là les graviers se promènent avec le lit de la rivière qui change à chaque printemps, à chaque rue. Fait qu'il y a des choses qui se renfouissent, il y a des choses qui ressortent des berges. Fait que c'est pas parce qu'on est passé une fois qu'on a fini, on peut passer pendant des années pour trouver des nouveaux trésors dans le fond de la rivière. Prochaine. Fait qu'on se sert d'un canot, comme vous voyez, le canot, il a fallu le recycler à quelques reprises parce qu'il y a de la viture. On met toutes sortes de choses là-dedans, puis on se retrouve à traîner le canot à gué, c'est comme notre cheval de toit, notre cheval de travail plutôt. Pour sortir les déchets de la rivière. Puis comme vous voyez, la variété est au rendez-vous. Il n'y a pratiquement pas de sorte de déchets qu'on peut sortir de la rivière. Ça, c'est notre taux de recyclage. 60% de ce qu'on a sorti là, on est capable quand même de le remettre en circulation. Donc, c'est phénoménal, en fait, pour des vieilles affaires qui sortent de la rivière. C'est incroyable ce qu'on a pu faire avec ça. Prochaine. Bon, les malades contents. On ne trouve pas juste des fourchettes, des pneus, puis des choses comme ça. Des fois, on trouve des choses plus corsées. On n'a pas mis toute la liste parce que tu savais qu'on aurait pu passer une demi-heure à trouver, montrer toutes les choses impressionnantes qu'on a sorties de la rivière. Ça, c'est juste quoi? Une sortie, ça? Ouais, ça, c'est juste c'est ça.
pas si les numéros de série est encore dessus, là, mais Détruit dans la et la fin la plus impressionnante, la prochaine, ça c'est un boulet de canon de l'ère de Champlain. Okay? Parce que la prairie, c'était une zone historique. C'était le premier village sur la rive sud. C'était l'endroit où il y avait le premier chemin de fer au Canada, là, entre la prairie et Saint-Jean. Fait que tu peux imaginer, il y a beaucoup d'histoires dans ce coin-là. Fait qu'il y a eu des batailles historiques dans ce coin-là aussi. Fait que ça en témoigne, donc des choses comme ça. Ça, c'était le punch. Ça a beaucoup de pétanque, mais c'est plus section. Pas de corps. Pas de corps. Pas encore. Moi, j'en trouve dans d'autres activités, mais ça, c'était notre histoire. Excusez-moi, à quelle profondeur avez-vous trouvé? Ah, À quelle profondeur? Gina? Ça avait été à 10 cm gros max, là, c'est parce que dans le fond, c'était dans un champ de bataille de pratique autour de Saint-Constant. Puis c'est une terre que, à la surface, elle avait été ramaniée. Fait que je ne pourrais pas vous dire exactement combien de centimètres, mais on n'a pas eu à creuser dans ça. C'était juste le petit bout qui dépassait. Elle avait fait expertiser par la société d'histoire, pas la société d'histoire, Parce qu'il y a le beaucoup musée d'archéologie. beaucoup de vases, OK? Parce que dans la rivière, il y a beaucoup de sédiments, mais tu enfonces dans la boue, on va dire. Mais les armes à feu que tu as trouvées, t'as-tu juste sur le bord? Oui, non, les armes à feu venaient juste d'être lancées. L'histoire, c'est que quand, mettons, il y a une bâche qui est prise dans le cours d'eau puis qui est prise dans le vase, ben là, on défait la bâche, puis là, on peut trouver en dessous qu'est-ce qu'il y a. Fait que des fois, on trouve des vieilles bouteilles de ginger beer ou des trucs comme ça. Mais quand normalement, on ne creuse pas tant que ça dans la rivière en tant que telle, dans le lit de la rivière. Fait que ça, c'était dans la berge. Fait que, ça avait été tombé là, de bien des années, ça avait resté là. Puis là, ben, c'est juste que le petit bout dépassait. Puis là, on a T'étais chanceuse. La trouver. Est-ce que ça a été remis à ce musée de chose? Ouais, ben, quand il y a des découvertes comme ça, il faut qu'on les déclare au ministère de la Culture. Puis là, si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur collection, à ce moment-là, ils vont nous demander de le remettre. Fait que ça a été déclaré, mais là, il y en avait déjà un échantillon similaire à Québec. Fait que Il y en avait déjà deux. Est-ce que tu as identifié à quelle année ça remonte? Oui, ben, dans le fond, il y avait deux hypothèses. C'était dans des canons de crabe. Vous voyez, ça rentre dans une main. Fait que c'était plusieurs de ces boules-là qui étaient mis à l'intérieur d'un gros canon. Puis ils lançaient ça, puis c'était supposé tuer de sang en avant, évidemment. Fait qu'il disait que c'était soit que c'était. Le plus tard, ça aurait pu être la guerre de 1812 dans les pratiques qu'ils ont faites à 50 ans. Ou sinon, ça aurait été pendant la guerre de l'indépendance, probablement aux États-Unis. C'est ce qui est estimé, là, finalement. Fait que grosso modo 200 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, prochaine. Bon, les recensements phoniques. On va aller vite parce que vous êtes déjà à la plante, là, puis on va vous prendre le temps sur les plantes, ça sera pas long. Fait que les recensements phoniques, c'est ça, on a énormément de fonds, puis on a eu certaines surprises depuis qu'on a commencé à faire ces recensements-là, surtout pour les mammifères. Fait qu'on passe à la prochaine. Fait que quelqu'un qui a déjà vu ça, un renard gris? Ça, c'est un niveau venu, c'est une espèce plus sudiste au niveau des États-Unis. C'est une répartition là, géographique qui va facilement jusqu'en Amérique centrale. C'est un renard qui a une tendance à être plus en terre. Oui. Il y en a un petit renard qui passait sur le. Peut-être pas des trucs, mais je veux dire, qui passait sur le long de la crête de chemin. C'était vraiment un renard roux qui est beaucoup plus commun. Là. Les renards roux, il y en a pas mal partout, puis il y en a en milieu urbain, comme les coyotes aussi, là, les moufettes et tout ça. Alors non, ça c'est une espèce qui est relativement nouvelle venue au Canada. En fait, il y a un certain nombre d'années, qu'il y a eu un recensement fait par les autorités environnementales canadiennes, il y avait juste une place où il y avait de la reproduction qui était vérifiée, c'était sur l'île Pelée, complètement dans le sud, la pointe sud du Canada, dans le lac Erie. Mais par contre, là, avec le réchauffement climatique, on en voit de plus en plus. Là, j'ai pas mis la photo parce qu'elle est vraiment très, très bouillée, là, mais ça, à chaque fois qu'on fait nos recensements avec des caméras gibier, parce que ça, c'est pour moi qui ai pris la photo, là, mais on va voir les prochaines, on fait des recensements chaque hiver avec des caméras à gibier et on a des surprises, là, on voit des choses assez intéressantes. Puis, pas plus tard que l'hiver passé, moi, j'ai une photo d'un couple à 150 mètres de ma cour arrière à la prairie, là. Ils étaient deux ensemble au mois de février, mars, là. Alors, s'il y avait un couple à ce moment, en général, c'est parce que c'est pas deux chums, c'est un couple temporaire. Fait que c'est pratiquement sûr que maintenant, il y a de la reproduction, pas juste en Ontario, il y en a dans le sud du Québec. Là. Fait que c'est relativement récent, là. C'est pas le plus récent arrivé, on va en parler à la fin, le plus récent arrivé comme mammifère.
quand même une espèce rare, mais pas considérée comme menacée au Canada parce qu'elle est en expansion. Hein. Pour être menacé, il faut être en perte de population. Puis ça, c'est un nouveau venu qu'on va voir de plus en plus là, au Québec. C'est le renard gris. C'est le seul renard qui est capable de grimper des vitres rectiles comme un chat. C'est un renard qui est un peu primitif, si vous voulez, là, pour un renard. Mais il est capable de grimper dans les arbres là, par rapport aux autres espèces de renards. C'est un des rares canidés qui est capable de grimper. Je crois qu'il y a des écureuils. Ah, ben ça marche pas mal n'importe quoi. Ça, c'est nos clichés qu'on a sur des caméras de gibier. Fait que ça, c'est un coyote qui est en train de manger un restant de carcasse de chevreuil. Là. Ça, c'était vraiment pas loin de l'autoroute 10, là, dans les terres. Les coyotes, il y en a énormément ici. Ils sont assez discrets. Moins discrets à Montréal quand les gens les nourrissent, mais ici, ils sont bien gênés pour l'instant. Ici, ça, c'est quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi? Une marque, vous n'êtes pas loin. Plus gros qu'une marque. Carcajou? Plus petit qu'un carcajou. Pécan. Oui, madame. Un pécan. OK? En anglais, c'est un fisher. OK? Par rapport avec les pêcheurs, ça ne pêche pas, ça ne reste pas dans l'eau. C'est comme une grosse marque, là, un petit carcajou. En tout cas, c'est un cerveau de carcajou. Là, ça s'attaque des fois à des renards. Ces affaires-là, c'est plus petit qu'un renard. Ça peut être gros comme un chat, mais fait comme un écureuil. Ça peut monter et descendre un arbre aussi vite là, dans les deux sens. Ça, c'est notre renard gris. C'est la première année qu'on a fait des recensements phoniques avec des caméras gibier. Ben, c'est une grosse surprise qu'on a pogné ça la première fois. Puis, il venait à chaque fois, on mettait des appâts de base comme du beurre d'arachide, puis il était là tous les jours. C'était tanné de le voir, c'était juste lui qui était là sur les caméras à chaque fois. Pardon? Vous avez arrêté de donner du beurre d'arachide. Ben, c'est parce qu'on n'est pas supposé nourrir la faune, hein? Fait que c'était juste dans le fond pour pouvoir les voir. Fait que c'est comme un peu une zone grise de nourrir la faune, si vous voulez, là. Fait que c'est pour ça qu'on est bien content quand on trouve, des fois, en faisant des randonnées hivernales, si on trouve une carcasse fraîche d'un gros animal, en général c'est un chevreuil, ben on fait la caméra en plein dessus. Puis là, ça c'est le party. Là. Tout le monde vient voir la carcasse. Tout le monde, pas grand monde dans la forêt pour ne pas faire son tour. C'est une belle façon de voir les carnivores qui sont dans l'environnement. Prochaine. Ben là aussi, on ne fait pas juste des recensements avec les caméras, ça c'est le fun parce qu'on les voit bouger et tout ça. Mais en hiver, c'est une excellente opportunité pour savoir quelles espèces qu'on a parce qu'il laisse des traces dans la c'est le pécan qui est ici. Ça, c'est une gélinotte, c'est-à-dire un interview qui est passé ici. Ça, c'est une belle trace de lièvre d'Amérique, le snowshoe hare, parce qu'il y a des grosses pattes larges. Ça, c'est une trace de coyote ici. Ça, c'est une trace de belette, parce que les belettes, c'est des petites traces comme ça, ils sautent hein, comme les kangourous, là, fait qu'ils sont capables de faire des très longs bonds. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de me dire c'est une trace de quoi, ça? Non? Un sautifant. Comment tu dis? Ce qu'ils font. Voilà. Pas loin. Un castor, mais allongé. Ça, c'était une lutte d'Amérique. Les luttes, vous voyez, le cue, c'était comme il y a un petit trou dans la glace. Ici, c'est sur la rivière. Les luttes, ce qu'ils font, c'est qu'ils, pour faire du millage, ben, ils se pitchent, puis là, ils glissent la bédaine, puis là, quand ils arrêtent, ben, ils font 2-3 pas, puis ils se pitchent à glisser sur la bédaine. C'est comme si quelqu'un avait traîné un sac de patates dans le bois. Puis souvent, c'est pas dans la forêt, sur la rivière. Des fois, ils partent cross-country pour aller à un autre plan d'eau, je ne sais pas trop où. Des fois, il peut faire 2-3 km dans le bois avec une trace comme ça, en ligne droite. C'est vraiment comme si quelqu'un avait traîné un sac de patates. Donc ça, c'est de la lutte. Puis on en a depuis au moins 6-7 ans, là, la lutte de rivière, des signes à chaque hiver. On en voit des traces un peu partout. Même qu'il y a 2 ans, on avait vu une trace avec une mère qui sont petits, 2 traces qui faisaient ça comme ça, puis qui se rendent parce que le petit suivait sa mère. Prochaine. Bon, ça, on n'abordera pas, tout le monde a vu ça. Ça, c'est du monde qui savait qu'on avait des orignaux ici à Brossard. Oui, madame. C'est pour ça qu'il y avait des... Quel endroit? La boisée de Brossard, mais au sud de l'autoroute 30. En fait, je ne sais pas s'il y en a encore parce que c'est des migrants, ils viennent puis ils se font exterminer par les chasseurs parce que la chasse est permise même s'il y en a 3. Alors, malheureusement, les propriétaires dans le coin, on sait qu'ils font de la chasse. Mais il y a une année qu'on faisait des recensements de rainettes, puis il y avait du crottin d'orignal, comme si s'il y en avait 30 dans la forêt, là, puis on s'enfargeait dans les crottins. Puis l'été, on avait vu des traces une couple d'années dans le boisé. C'est une place qui n'est pas facile à se promener, mais quand on fait des recensements, des fois on trouve sur des places comme ça. Ça, c'est un GPS pour donner une idée de la croissance. Fait que c'était pas un cerf de Virginie, c'était une grosse affaire.
Alors, c'est ça, il y avait plusieurs évidences claires de présence d'orignal dans le boisier. Comme je dis, actuellement, on va savoir c'est pas la population parce qu'il n'y en a pas 300, là, il y en a juste quelques-uns. Mais sûr qu'il y a une présence récurrente d'orignal parce que c'est un assez gros territoire, puis c'est bien humide, fait que c'est exactement ça que les orignaux peuvent faire. Ça, tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi cette affaire-là? Des griffes de? De belette? Oui, c'est vrai, ça de l'âge de la griffe. Oui, madame. Ça, c'est des traces de griffes d'ours noirs sur un hêtre qui était dans la forêt, dans les forêts. Des très gros arbres. Les ours noirs, ils ont tendance à l'automne de se faire des réserves de graisse, là, puis un de leurs grosses ressources pour faire de la graisse rapidement, c'est des fines, c'est-à-dire des graines de hêtre, okay, de beech trees. Là. Fait que, puis quand ils grimpent, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces arbres-là, quand on va faire des randonnées en forêt, tout le monde met des graffitis dessus, parce que ça reste comme 300 ans sur l'arbre, ben, c'est la même affaire quand des traces de griffes d'ours sur ces troncs-là, ça peut rester des décades. Fait que ça, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça a été fait, mais c'est moi qui ai pris cette photo-là. Fait que, il y en avait pas mal récemment, là, parce qu'on parlait d'être frais, mais c'est pour vous dire que ça aussi, il y a des récurrences d'ours noirs, là, ici, à quelques kilomètres dans la forêt, là. Même si c'est pas récent. Prochaine. Bon, alors, ça, c'est la famille de Mustelidés, qui est bien représentée, comme dit, par le pécan qu'on a vu tantôt. Ça, c'est l'hermine, qui est le genre de petite belette qui vire blanc en hiver. Ça, c'est le bison d'Amérique. Ça, c'est notre lutte, la rivière qui est ici. Donc, les visons, il y en a pas mal. En fait, les trois sont assez communs. C'est juste que les luttes, il n'y en a pas beaucoup parce que une lutte, ça bout un très gros territoire, surtout les morts. Il peut y avoir comme plusieurs kilomètres de rivière. Comme territoire, fait que c'est un mort, il n'y en a pas deux. Mais comme dit, on en voit à chaque année. En bas à gauche, c'est lui qui faisait des traces où il sautait. Oui, exactement, c'est ça. C'est quoi son nom encore? C'est l'hermine. En anglais, c'est l'autre, là. C'est la reine d'Angleterre, sa capuche avec les petites affaires noires, c'est ça. C'est la même espèce. Prochaine. Bon, ça, c'est la famille des rongeurs. Ça, tout le monde a vu ça, les marmottes, les castors aussi. Ça, c'est le rat musqué qui est très abondant sur le territoire. Et pardon? As-tu une question? Non, c'est les amis. Ah, les amis. Ça, c'est le renard, pas d'ailleurs, ça s'appelle l'écureuil roux. On a su l'Italia. J'ai pas mis l'écureuil gris, là, mais je pense que tout le monde a vu ça. Prochaine. Est-ce que tout le monde savait qu'on avait des écureuils volants sur le territoire? Non, c'est pas vrai. Oui, il y a deux espèces, en fait, qui devraient être sur le territoire. C'est des espèces très discrètes et qui sont très difficiles à recenser de façon nocturne. En français, on appelle ça des poils à touche. On a deux espèces, le grand poil à touche, le Northern Flying Squirrel. Il y en a surtout, ça c'est pratiquement sûr, dans l'habitat qu'on a trouvé dans une forêt à Saint-Mathieu. C'est le Southern Flying Squirrel, c'est le petit poil à touche. Mais le petit il est gros comme ça, puis le gros est gros comme ça. C'est pas une grosse différence. En fait, la différence, c'est que les poils sur le ventre d'un des deux, je ne me souviens plus de lequel, mais il y en a un qui a deux tons sur le poil, qui a un petit peu de noir, un peu de blanc, puis l'autre c'est juste du blanc. Je pense que c'est lui qui est juste du blanc. Fait qu'il faut faire des prélèvements de poils sur la bédaine, savoir c'est quelle sorte, ou avoir les deux à côté de l'autre. Mais en général, le petit poil à touche, il se tient surtout dans les forêts de feuillus, c'est-à-dire il est moins que les conifères, puis il est très associé avec les hêtres. Ça prend beaucoup d'associations avec le hêtre, comme arbre. Tandis que le grand poil à touche, il va vraiment plus au nord, comme ça dit son nom en anglais, c'est le Northern Flying Squirrel, puis il est beaucoup plus associé aux conifères. Donc ici, on n'a pas beaucoup de zones de conifères, c'est pratiquement des feuillus. Alors, c'est pratiquement sûr qu'on en a, mais il n'y a pas beaucoup d'études pour savoir comment il y en a, les populations de ça, il n'y a pas de budget pour les volants, parce qu'il n'y a pas de retombée économique pour les écureuils volants, pour le gouvernement. Alors, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais on essaye de élucider. Fait que ça, je savais que vous ne savez pas comment dire ici. J'avais entendu qu'on a des, je ne sais pas le nom en français, possums. Voilà. Hey, you've seen the future, right? Prochaine. C'est quoi, comment c'est? C'est pas ça. J'ai acheté un pot en avant. OK. Oui. Les écureuils volants, Oui. est-ce qu'ils sont nouveaux au Québec? Non, ils ont toujours été ici. Oui, ils ont toujours été ici. C'est juste que c'est pas étudié. Comme dit, le grand poil à touche fait longtemps que lui, il est pas mal connu parce qu'il va pas mal plus loin dans la province, dans le nord. Tandis que le petit, il est vraiment dans le sud de la province, dans les zones de feuillus, qui en reste de moins en moins. Mais comme dit, c'est le genre de truc que
moi, je fais des recensements phoniques, floristiques de plein de choses, puis c'est impressionnant là, quand on commence à chercher activement là, avec beaucoup d'intention. Certaines espèces, on en trouve, ça n'a pas de bon sens. Là, on a trouvé des espèces de plantes puis de mollusques. C'est juste que personne qui les cherche. Fait que quand tu es tout seul, ben, tu en trouves plein si tu te donnes la peine de chercher. Puis quand on sait comment les chercher. Ça, c'est la même chose pour tous les recensements. Là, quand on en a trouvé un ou deux, là, on sait quel habitat qui sort, on sait comment, à quel temps qui est meilleur temps pour les trouver dans l'année. Puis là, quand on vient bon, ben là, on la trouve, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est vraiment sûr, une espèce qui est vraiment beaucoup plus commune qu'on pense. Mais à cause que c'est nocturne et discret, ben, on ne les voit jamais ou les gens ne pensent pas qu'on en a. Fait que ça, c'est le dernier venu. Ça fait moins que 10 ans que le possum est arrivé dans le sud du Québec. Moi, depuis que je suis jeune, biologiste, je me dis, ben un jour, il va faire peut-être avec le réchauffement climatique, peut-être qu'ils vont se rendre jusqu'au Québec parce qu'il était connu dans le sud des États de New York pendant très longtemps. Mais un des problèmes avec le possum, c'est que c'est un animal d'une famille d'animaux tropicales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils sur les oreilles, il n'y a pas de poils sur la queue, il n'y a pas de poils sur les orteils. Les orteils, ça passe comme un raton laveur, mais la queue et les oreilles en hiver, là, à moins 30, c'est difficile. Parce que ça hiberne pas, ça. Hein? Ça y a peut-être une journée qui va faire moins 25, ils ne mangeront pas trop. Mais il va falloir qu'ils se réveillent après une couple de jours pour aller chercher de la nourriture. Mais il s'est adapté à nos hivers en n'allant pas en forêt, il vit plus proche des bâtiments. Justement, là, il a tendance à passer les gouttes dures d'hiver en dessous des cabanons, en dessous des maisons, en dessous des bâtiments agricoles où il ne fait pas moins 30. Puis ceux qu'on retrouve à date, là, parce qu'on en voit de plus en plus creuser sur la route dans notre coin, puis ici, ben, ils n'ont pas d'engelure sur les oreilles, sur la queue, ils sont bien intacts. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas dans le bois, ils vivent vraiment autour de nous. C'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus. Je demandais à Kevin, il y a déjà des gens à Saint-Lambert qui en ont vu dans leur cour. Fait que là, vous n'avez pas fini d'en voir. C'est pas dangereux. Ça ne peut pas avoir la rage parce qu'on le sent trop frette. Ils n'ont pas le sang chaud comme nous. Ils sont à 2-3 degrés en dessous de la plupart des mammifères. Fait qu'ils ne sont pas capables d'avoir de la rage. Fait que si jamais vous envoyez, il n'y a pas de danger. Et s'il a l'air un petit peu énervé, bien s'il fait peur, il va faire de mort. Fait que c'est comme ça. Prochaine diapo. Bon, les avantages d'oiseaux. Je vais accélérer un petit peu parce que je ne veux pas vous retarder trop tôt. Ça, c'est le canard branchu, c'est notre plus beau canard. C'est un des canards les plus fréquents, là, les plus communs dans nos boisés, parce qu'on a des boisés humides. C'est un canard des bois en français. L'ancien nom du canard branchu, c'est un canard des bois, parce qu'il se tient en forêt. Il a besoin de gros arbres matures avec des gros trous dedans pour faire son nid. Prochaine étape. Bon, les oiseaux, je vais aller vite parce que je sais que vous trouvez ça plate, parce que les gens sur des faces là. Mais c'est juste que tu ne peux pas m'étendre parce qu'on va déjà t'entendre. Avec la grande aigrette qu'on voit assez régulièrement, c'est comme un grand héron, mais tout blanche. Donc ça, c'est une autre espèce, c'est pas un héron albinos, c'est une espèce un peu différente. C'est vrai que c'est une espèce qui est en augmentation de population de plus en plus, probablement à cause du réchauffement climatique. Il vient de se nourrir comme des poissons rouges. Ah ouais! Ouais, ça peut vous rendre plus confortable. Ils sont venus manger mon poisson rouge à moi aussi dans ma cour. Ça, c'est le pioro, c'est un héron nocturne. Ça, c'est l'enfant des neiges qui vient nous voir tous les hivers dans nos champs. Et ça, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire c'est quoi? Ah, pas loin. Exactement. Et le martinet ramoneur, c'est comme une petite hirondelle qui n'a pas de queue, là, regarde. Puis ça, vous en avez à Saint-Lambert, en fait. C'est une espèce de petit oiseau qui niche ou qui se repose presque exclusivement dans nos cheminées maintenant. Puis en général, c'est des vieilles cheminées d'église en Tringelette, autrement dit des vieilles villes, puis encore des vieux bâtiments, des vieilles usines avec des grosses cheminées pas modernes, ou des grosses églises qui ont des grosses cheminées. C'est rendu son habitat de reproduction. C'est une espèce menacée au Québec. Alors, on fait des recensements. Mais ici, à Sherbrooke, je suis à Saint-Lambert. J'étais dans le centre-ville, dans la soirée, là, on les entend, ça fait un petit bruit distinct, puis on regarde dans l'air, on les voit parce qu'il y a une cheminée ou deux là, qui se cache à Saint-Lambert. C'est certain. Prochaine. Bon, fait qu'on voit notre canard branchu. On a aussi des espaces humides à la rivière. On a du martin pêcheur. Le grand pic, c'est notre plus grand des pics. Il fait des trous que lui, il se sert pour aller pondre. On a le Busard Saint-Martin, c'est une espèce de rapace qui chez lui aussi se tient dans les marais, puis les marais sur les zones humides, là, surtout les champs humides. Et le gobelin des prés, qui est une autre espèce à statut précaire, qui les populations montent et descendent parce que c'est un problème. Question. Oui. Je sais que vous autres, quelqu'un de votre groupe faisait de la recherche dans une terre en culture près du
grand basé de brossard Oui. pour qu'il revienne. Est-ce qu'il est revenu? Ben, je ne suis pas trop en contact avec les gens qui ont fait ça récemment. Je ne pourrais pas vous donner des gros détails, mais c'est parce qu'à chaque année, on est allé voir, on essaie de voir où il y en a, mais les recensements, c'est pas stable à chaque année. Ça dépend des volontaires, des amateurs ornithologues qu'on a pour faire ces recensements-là. Mais donc, je ne peux pas vous donner des informations récentes sur ça, là, mais je sais que Conservation de la nature, puis un des organismes qui est associé à Conservation de la nature, font beaucoup d'acquisitions dans la zone de brossard pour justement les milieux agricoles comme ça abandonnés pour favoriser la persistance de ces espèces-là. Bon, fait que là, un petit peu de couleur. En fait, la plus grosse vedette là-dedans, c'est tous des animaux qui ne sont pas tellement rares là, ici. Mais celui-là, c'est le quiscale rouilleux. C'est vraiment les oiseaux les moins flashants là, dans notre population d'oiseaux. Mais c'est une autre espèce qui est à statut précaire. C'est une espèce qui ne se reproduit pas ici, mais qui fait des grosses migrations en très gros nombre au printemps et à l'automne. Et au printemps, ben, dans la boisée de brossard, quand on va là, moi j'ai fait des films, là, quand il y en a comme des milliers, là, ils sont tous dans les mêmes arbres. C'était impressionnant le spectacle que ça fait. Puis on les voit juste au printemps et à l'automne passé parce qu'ils reproduisent surtout dans la forêt nordique. Mais c'est une autre espèce à statut précaire qui a besoin de notre zone ici comme des escales de migration. C'est quoi le nom? C'est le quiscale rouilleux. Ouais. Comme les menottes, là, ouais, c'est ça, ça ne me revient pas. C'est quelqu'un de ménate, c'est quoi en anglais? C'est une espèce de gros oiseau avec des têtes bronzées, là. Ça va me revenir à la fin de la présentation, c'est sûr. Avec une longue queue. Grackle. Ça, c'est l'autre grackle, mais le nom en français, en anglais, je ne peux pas vous dire, mais c'est associé. Prochaine? Bon, les amphibiens. Tantôt, au début, je vous parlais de la rainette faux-grillon. Et ben, ça, c'est notre vedette, c'est la rainette faux-grillon, elle est grosse comme ça. On ne la voit jamais, sauf avoir beaucoup de patience, puis on l'entend 2 semaines au printemps. C'est pas comme un panda, là, ça ne tire pas les foules, mais il reste que c'est une espèce menacée au Canada, puis c'est notre espèce emblème de notre territoire prochain. Bon, alors ça, c'est nos 3 rainettes. Fait qu'on a la rainette faux-grillon ici en champ, puis elle chante comme ça, qui est mâle. Ça, c'est la rainette crucifère, qui est à peu près dans les grosseurs, elle va être grosse comme ça, qui est beaucoup plus commune. Ça donne en anglais les spring peepers, ça fait un bruit impressionnant. Là. Ça fait ça dans les oreilles quand on approche des oreilles. Ça, c'est notre plus grande rainette, c'est la rainette versicolore. En anglais, c'est le great tree frog. Donc ça, c'est notre plus grande, elle est à peu près grosse comme ça, puis elle est très très discrète, elle passe la vie dans le sommet des arbres, elle descend juste au sol puis se reproduire au printemps. C'est une espèce assez fascinante. Et elle peut changer de couleur comme un caméléon. Elle peut passer de pas mal de verte avec des petites taches à noir avec du gris, là, presque blanc, là, dépendant de l'habitat où elle est, en quelques minutes. Ça va assez vite. Ça, c'est le crapaud d'Amérique, c'est notre seul crapaud. Prochaine, là. Ça, c'est la rainette, pas la rainette, excusez-moi, la grenouille verte, c'est la grenouille la plus commune. C'est vraiment, c'est comme notre écureuil gris des grenouilles. C'est épouvantable. C'est très variable. Des fois, elle a juste un peu de vert sur les labels. Des fois, c'est tout le corps qui est vert complet. Je crois que ça devrait plus la grenouille brune avec des lèvres vertes, mais c'est pour moi que je choisis les noms. Ça, c'est le wawaron qui, normalement, devrait être présent sur notre territoire, mais ça fait déjà plusieurs années. Moi, quand j'étais plus jeune, puis je faisais du canot sur la rivière Saint-Georges, je le retrouvais tout le temps. C'est une espèce qui a disparu de notre territoire. On ne sait pas trop pourquoi. On pense que c'est une question de pesticides. Mais il reste que ça, c'est un des mystères biologiques de notre territoire. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de wawaron? Les wawarons, mais on n'a pas besoin de les voir. On les entend au printemps. Fait que si on n'entend pas, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est pas subtil. Pensez-vous qu'il y en a sur les nord? Il y en a partout, sauf qu'il n'y en a pas ici. Là. Non, on va dans le nord, là, on trouve des pétards on en trouve partout. C'est juste que dans notre secteur, là, je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus. Puis il y en avait avant, parce qu'on avait déjà trouvé. Mais ça fait au moins, moi, ça fait 40 ans que j'ai pas vu au wawaron dans le territoire. Ça, c'est la grenouille léopard, qui est assez commune aussi. La grenouille des bois, qui est très, très commune. C'est une diapo. Nos 4 salamandres. La salamandre à cendrée, qui est en anglais le red tax en anglais, qui est strictement forestière. Elle ne va pas dans l'eau, elle n'est pas capable de nager. Elle pond des œufs sur la terre. Les bébés ne sortent pas en tétard, ils sortent en bébé salamandre de leurs œufs. Fait qu'ils ne vont jamais dans l'eau, eux autres. Ils ne sont pas supposés aller dans l'eau.
Ça, c'est le triton vert. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas vert, lui? Parce que le triton vert, il est strictement aquatique comme adulte, mais les jeunes larves, quand ils ont comme des tétards, si vous voulez, de tritons, quand ils tombent de brancher, ben, ils sortent de l'eau et ils passent 1 à 3 ans en milieu terrestre, des rouges finalement comme ça. La raison qu'ils sont rouges comme ça, c'est parce qu'ils sont toxiques. Ils ont une couleur d'avertissement pour les prédateurs de ne pas les manger. Ils sont toxiques. En anglais, on appelle ça un red heft. Puis quand elles sont tannées d'être sur la terre, bien, ils retournent dans l'eau, ils virent vert, puis ils gardent leur petit point rouge, c'est tout. Puis ils deviennent aquatiques comme adultes pour le restant de leur vie. À moins que les temps sèchent, ils reviennent terrestres, puis ils se repoussent dans le dos. Ils ne reviennent pas rouges comme ils étaient quand ils étaient jeunes. Fait que c'est des adolescents qui sont rouges seulement. Ça, c'est notre plus grande salamandre terrestre qu'on a ici au Québec. Là. Puis on en a quelques places dans le boisé de la prairie, surtout. C'est la salamandre maculée. Et sa petite cousine ici, la salamandre à point bleu, qui est presque aussi grosse. Ça va venir vrai gros comme ça. Prochaine. Nos reptiles, on n'a pas énormément de reptiles. En fait, on a 3 couleuvres, 3 tortues. Puis en fait, là, on a 4 couleuvres. On pensait qu'on en avait 3. Elle, c'est de loin la plus commune, c'est la couleuvre rayée. Souvent, la plupart des gens qui voient une couleuvre, c'est ça. La distinction qu'on voit ici, là, la couleuvre rayée est très, très variable dans ses couleurs. Mais une de ces variations de couleurs qui est la plus spectaculaire, c'est des variations avec des lignes rouges sur le côté, après d'avoir des lignes jaunes. Ça, c'est essentiellement dans la région métropolitaine, surtout sur la rive sud jusqu'à Longueuil. Après ça, il n'y en a plus. Okay? Ils sont tous jaunes ou bruns, toutes sortes de couleurs comme ça, mais ils n'ont pas de rouge comme ici. Fait que ça, c'est assez vraiment typique de la région métropolitaine. On a aussi la couleuvre à ventre rouge dans quelques boisés, mais ça est très, très rare dans le secteur. On a encore plus rare que ça, on a la couleuvre brune, qui est une des espèces menacées de la province. C'est à peu près essentiellement comme une couleuvre brune, c'est des petites couleuvres qui mangent des limaces et des vers de terre. Mais elle a la bédaine beige, la bédaine rouge, puis elle est plus en ville, mais il y en a sur les îles de la voie maritime. Elles sont très rares, mais elles sont présentes. Et pour vous dire à quel point des inventaires, on peut faire des inventaires pendant des années, même avec des gens qui savent ce qu'ils cherchent, qui sont bons comme moi, là. Puis, pas trouver des affaires qui sont pas petites. Ça, c'est une couleuvre tachetée, ça vient ça de long. C'est pas une subtilité, mais il faut savoir comment aller chercher. En général, ils se cachent en dessous des planches, des roches ou des déchets. Puis ça a été trouvé pour la première fois sur le territoire, puis c'est pas moi qui l'ai trouvé, malheureusement. Puis moi, je suis un gars de reptile, je suis un gars de couleuvre. Si il y avait quelqu'un qui a dû la trouver, ça aurait été plus que moi. Mais pour vous dire à quel point ça peut être discret, certaines espèces, quand elles sont en très faible population. Ça a été trouvé là, pour une première fois dans le boisé de Brossard, pas loin de la base de plein air, il y a 2-3 ans. Puis il y a quelqu'un qui en a trouvé un bébé, qui a photographié un bébé sur le bord de cette piscine à Candiac, c'était au printemps passé. Là. Fait que c'est comme dit, c'est des endroits qu'on a ratissés pour tout ça de l'inventaire, pour ne rien trouver. Si un bébé, c'est parce que les adultes, ils sont capables de rester comme des fantômes dans l'habitat. Puis les trois, évidemment, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Même si la couleuvre tachetée, elle peut faire un bon show, là, capable de faire un petit show avec sa queue qui se promène comme un serpent à sa mère. Puis c'est pas vous mordre si vous la ramassez, mais elle a le droit. Si vous ramassez un écureuil, vous n'avez pas de surprise s'il vous mord. Ben, c'est la même affaire pour les animaux. En fait, ce qu'il faut être surpris, c'est quand on ramasse un animal comme ça et qu'on ne se fait pas mordre. Ça, c'est surprenant parce que normalement, ils devraient se défendre parce qu'ils pensent qu'on va les manger. C'est un petit speech pour les gens qui se font mordre par des couleuvres. Donc, leur faute, c'est votre faute. Si vous ne l'avez pas ramassé, elle n'a pas rien fait. Prochaine étape. Bon, ça, c'est nos 3 tortues. Alors, la plus commune, c'est la tortue serpentine. Elle est un peu discrète parce qu'elle ne sort pas souvent de l'eau, sauf au printemps. Mais c'est la plus grosse tortue de loin. Les mâles, ça va venir un gros comme ça. Puis c'est vraiment celle qui a une plus grosse population. La tortue peintre n'est pas loin derrière. C'est commune aussi. On en voit assez souvent. C'est une très, très belle espèce. Puis la tortue géographique, qui est notre tortue de l'intérêt principal à la prairie. Parce que c'est une espèce à statut précoce, statut menacé au niveau de la province. Prochaine. On fait des recensements de poissons. Ça, c'est l'équivalent de notre caméra à gibier, mais aquatique. C'était une caméra qu'on mettait dans le fond de la rivière. On ne l'a pas fait depuis un certain nombre d'années, mais on l'a fait quand même assez longtemps. Parce qu'on fait un tour assez vite des poissons. Oui? Il y a un peu une espèce de tortue qui a une dent invasive. Oui, une tortue à rein rouge qui est dans les pet shops, là, mais invasive, c'est un gros mot. C'est parce que les médias, des fois, sont vite sur la gâchette, mais il y en a. Puis ça a l'air qu'ils sont capables de se reproduire parce qu'on voit des fois des jeunes qu'on voit qui ont des signes d'avoir toujours été dans la nature, mais
c'est pas comme s'ils déplaçaient nos tortues indigènes, là, parce qu'on en voit, moi j'en ai vu assez régulièrement dans l'hiver, parce que les gens ils relâchaient. Puis il y a des hivers qui ne passent pas. Là. Si on continue de ne passe pas, ils ne passent pas à travers l'hiver. C'est une espèce qui vient de la Floride. Fait que tu peux imaginer qu'ici, là, c'est limite. Et ils sont capables des fois de se reproduire, mais ils ne sont jamais invasifs. On en voit de temps en temps ici et là, mais c'est rare qu'on en voit un gros paquet. Puis c'est difficile à imaginer qu'on va en avoir beaucoup. Là. En plus, c'est des tortues, fait qu'ils ont une sorte de menace, les mêmes menaces que nos tortues ont. Ils se font écraser sur la route, ils se font manger par les prédateurs, etc. etc. Donc ça, c'est la chignaire à petite bouche qui est dans notre rivière, qui fait une montée un des poissons qui remonte à la rivière Saint-Jacques pour aller faire sa frais pour sa reproduction. On a aussi la chignaire grande bouche, qui est le poisson sportif par excellence aux États-Unis. On en a, il vient dans le sud du Québec, puis on en a dans le secteur, même si c'est vraiment pas très commun. Puis il n'y a pas d'intérêt pour la pêche parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a qui est présent, puis il est présent en grand nombre dans une carrière abandonnée qu'on va voir un petit peu plus loin. Là. Dans le territoire de la prairie, ce qu'on appelle le lac Fontarabie, qui est une ancienne carrière, mais qui est rendu renaturalisé. Et ça, il y en a, là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le crapet de roche, c'est un genre de petit voisin, un petit mini chigan, mais c'est une espèce plus commune aussi, qui est présente dans la rivière prochaine. Donc, ça, c'est une coupe de rareté. Ben, ça, pas le rareté, ça, c'est des petits poissons de fond là, qui vivent dans le fond de la rivière, qui sont très, très communs. Et ça, c'est le méné bleu. Il est bleu, et vraiment, c'est pas commun de voir ça, mais c'est une espèce qui est moins commune au Québec. Celui qui est encore moins commun, c'est le méné à tête rose, qui est commun, qui n'est pas commun, mais qui est présent. On a répertorié dans la rivière Saint-Jacques aussi. Donc, ça, c'est une espèce qui devrait être à statut précaire au niveau provincial, mais des fois, les gouvernements sont un petit peu lents à lister les choses. Là. On va accélérer un petit peu parce qu'on m'étire un petit peu. Avec les recensements aussi, on fait pour les insectes, surtout des papillons. La prochaine. Là, je fais un petit échantillonnage des espèces qu'on a sur notre territoire. La prochaine. Ça, c'est des techniques qu'on utilise pour surtout les papillons de nuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais du blacklighting, c'est des pièges de lumière. Et on se met dans le champ, là, un endroit ouvert en forêt, qu'il n'y a pas trop de lumière avoisinante, des industries, quoi que ce soit. Puis avec une grosse lumière qui a un spectre ultraviolet intégré là-dedans, et une grosse luminosité, souvent des lumières à 10 000 lumens, là, ça fait pas mal. Il ne faut pas garder ça trop longtemps dans les yeux. Il y a un gros drap blanc, puis ce qui arrive, c'est que dans les premières heures après la tombée de la nuit, ben, les papillons de nuit viennent tous s'installer là-dedans. La prochaine. Donc, ça, c'est un échantillonnage qu'on peut voir, là, on peut répertorier énormément d'espèces comme ça. Donc, les plus grosses opportunités, c'est des gros papillons de nuit qui ont des faux yeux, puis un paquet de sphinx. Les sphinx sont un groupe de papillons qui sont assez impressionnants aussi. Prochaine. Ça, c'est notre vedette insecte du territoire. C'est une espèce de fourmi qui est très, très, très rare dans la province, mais qui est très, très, très commune dans le boisé de Brossard, la Brise, l'Environ, jusqu'à Longueuil. C'est une espèce qui vit essentiellement dans les milieux relativement humides, c'est-à-dire les boisés humides, pas toujours inondés, mais souvent inondés au printemps, puis moins inondés au cours d'été. Ça fait des nids communautaires. La plupart des nids de fourmis, c'est comme les abeilles, c'est une reine avec toute sa gang de servitrices. Mais dans ces colonies-là, c'est plusieurs reines, c'est-à-dire c'est une communauté de colonies de fourmis. Puis, sont essentiellement des fermières souterraines, c'est-à-dire les autres, ils tirent la subsistance des pucerons qui font une sorte de liquide en rejetant la sève qu'ils ont digérée, mais pas des pucerons qui vivent dans les arbres, des pucerons qui vivent sur les racines des arbres. Donc, en général, des frênes. Mais tous les arbres qui sont dans la forêt humide, ben, ça peut servir à ces pucerons-là, puis les fourmis, ils s'en servent de ces pucerons-là comme si c'était leur propre bétail. Et ce qui est particulier, quand vous avez une monticule comme ça a l'air de quelqu'un qui a juste lâché un gros tas de terre noire dans la forêt. Ben, si vous grattez un petit peu, vous allez les voir. Puis d'habitude, une fourmi qui va vous déranger avec votre pied ou avec votre main, ben, ils ferment tout pour défendre leur nez. Les autres, si vous grattez, ben, ils grattent tout dans le nez parce qu'ils ont peur de vous. C'est la seule fourmi qui va faire ça. Fait que ça, c'est une espèce qui, techniquement, devrait être menacée au Québec, mais il ne l'est pas parce que, pour la même raison qu'il n'y a pas d'études sur les écureuils volants. La prochaine. Bon, les araignées, on a fait un inventaire d'araignées l'année passée avec l'illustre Pierre Paquin, le Spider-Man du Québec. C'est le plus connu, le plus connaissant, le plus grand expert en araignées au Québec.
quelles sortes de techniques pour faire ces recensements. On aurait pensé que ça serait plus spectaculaire comme dans les films de science-fiction de ramasser les araignées, mais c'est beaucoup de hard labor. Fait qu'il y a 3 techniques qui s'utilisent à une battue, c'est-à-dire qu'on se promène avec un drap, puis on tape la végétation, les branches, les feuilles, tout ça qui sont à la hauteur de notre tête, faire tomber tous les débris de plantes qu'il y a là-dedans, puis à la fin, on ramasse tout ce qui est dans le fond ici, puis on met ça sur un drap, puis là, toutes les petites araignées, qui c'est pas les grosses affaires spectaculaires comme les épères, les argia, mais toutes les petites affaires qu'on a de misère à voir avec les yeux, bien, on les ramasse toutes dans le fond, puis là, il faut les aspirer, ça fait que avec notre bouche, un petit fil ici. Là, on les recache dans un bocal. En tout cas, c'est bien compliqué. On les avale pas, fait pas. Mais on peut ramasser énormément d'espèces comme ça parce que la plupart des espèces qui sont rares ou qui sont mal connues, c'est des affaires qui sont extrêmement petites. Fait que les affaires qu'on voit dans le champ qui sont plus spectaculaires comme ça, comme l'argia dorée, ben ça, tout le monde est capable de les voir. Puis c'est une autre technique de recherche, de juste se promener puis chercher des araignées puis voir des araignées. L'autre technique, c'est de ramasser la litière forestière, c'est-à-dire les feuilles, les branches, tout ce qu'il y a à terre. On met tout ça dans un tamisier. Ici, il y a 2 tamis, un là, puis un là. Puis tout ce qui se ramasse, les débris qui se ramassent là-dedans, ben, Pierre, il met ça dans un gros funnel, là, puis il attend que ça sèche en haut. Puis il met un pot d'alcool dans le fond, comme ça. Tout ce qui vit là-dedans, ça descend tranquillement pas vite parce qu'il cherche l'humidité. Puis il se ramasse tout dans le pot d'alcool, puis c'est le mec qui fait des identifications. Puis des fois, il trouve des affaires qu'il n'y avait jamais eu au Québec avant. C'est lui le grand et tout. C'est juste un helper ici. Ça, c'est la vedette qu'on n'a pas retrouvée dans le territoire. Ça, c'est la seule femelle adulte de l'araignée Bolas, la Bolas spider. Si vous voulez faire une belle petite recherche Internet, là, des vidéos là, sur YouTube, là, puis pitonnez ça ce soir en venant chez vous, là, c'est fascinant ce que cette araignée-là a fait. Pendant la journée, elle fait la meilleure imitation d'une crotte d'oiseau sur une feuille. Je suis sûr que ça a l'air de ça. Moi, je ne savais pas c'était quoi quand je l'ai trouvé en arrivant dessus dans une randonnée en forêt. Puis je savais que j'avais jamais vu ça. Fait que j'ai juste pris une photo, puis ça fait 3 jours avant de trouver c'était quoi. Puis là, j'ai fait « Hey boy, j'en reviens pas ». Parce que ça, c'était la 3e mention au Québec de cette araignée-là. Puis les 2 premières mentions, c'est avec des inventaires de canopées sur une des Montérégiennes. Il avait ramassé comme, je pense, 40 000 araignées, puis il avait trouvé un mâle immature de cette espèce-là. C'est une espèce qui vient plus des États-Unis en général. Et moi, j'ai trouvé ça, puis ça, c'est une femelle adulte. Fait qu'on a essayé de la retrouver, mais on n'a pas eu le temps de trouver les autres. Comme c'était un peu rare, là. Fait que je vous invite à faire à visionner une vidéo sur YouTube là, qui s'appelle Bolas Spiders, B-O-L-A-S. Puis vous allez voir que c'est assez fascinant comment est-ce que ça se nourrit. En fait, je vais vous l'expliquer vite, parce que ça ne passe pas trop de temps. Mais ce qu'elle fait la nuit, c'est qu'elle ne fait pas de toile, elle fait un fil de soie qu'elle met à une de ses pattes, elle s'attache après à ses autres pattes en dessous de la feuille. Là, elle met elle fait une sécrétion, une boule de colle, si vous voulez, au bout de son fil. Là, elle fait juste tourner ça comme ça. Et au bout, dans la boule de colle, ben, elle met une phéromone, c'est-à-dire une hormone sexuelle qui attire 2 sortes de papillons de nuit seulement. Et puis, je ne pas juste les papillons de nuit, mais juste les mâles, parce que les mâles qui sont attirés à ça parce qu'ils passent une femelle. Puis elle commence au début de la nuit, elle met une sorte de phéromone pour une sorte de papillons, fait qu'elle pêche comme ça pendant une couple d'heures. Puis quand le papillon arrive, ben, il se poigne dans la colle, comme elle est à la pêche, fait que là, quand elle en a un, elle le ramène puis elle le mange. Puis si elle ne s'amord pas sur la première vague de la soirée, ben, elle refait une autre boule avec l'autre phéromone pour poigner l'autre sorte de papillon de nuit, l'autre sorte de mâle, puis elle pêche le restant de la nuit comme ça, en faisant tourner sa petite boule comme ça. Fait que c'est vraiment fascinant comme écologie. Prochaine. Bon, est-ce que vous entendiez? Il y a seulement floristique, là. Tu quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi ça? Un des Lys, là? Ouais, bon. C'est vous, la senior. Prochaine? Bon, fait qu'on je vais vous montrer les habitats avec lesquels on fait affaire ici sur le territoire. Fait qu'on a des habitats finalement de renaturaliser, beaucoup de champs abandonnés, fait qu'il y a des évidences qu'il n'y aurait pas de forêt ici avant parce qu'il y a des voitures. Ça, c'est le lac Fontarabie que je vous parlais, c'est une carrière, une ancienne carrière qui est complètement abandonnée, mais complètement inondée. Fait que ça, c'est rendu vraiment un lac, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, incluant le fameux Achigan à Grande-Bouche. Des corridors hydroélectriques qui font des habitats de champs avec des zones inondées parce que c'est pas toujours sec, ces soins-là. C'est une autre évidence qu'on avait des zones agricoles. Ça, c'est dans le temps qu'il y avait des pâturages dans le coin.
les agriculteurs faisaient des clôtures de roches pour compris, ramassaient toutes les roches qui étaient dans le chemin, puis ils mettaient ça entre les deux terrains. Ça faisait ce qu'on appelle une clôture de roches. Et ça, c'est un habitat important parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser ça. Toutes les essences d'arbres, ils se ramassaient tout là-dedans, puis ils ne se faisaient pas couper. Ça faisait des brise-vents. Les arbres les plus anciens qu'on a sur le territoire, en général, ils trouvent en plein dans les lignes de roche parce que c'était pas cultivé dans le milieu. C'était quel endroit de carrière? La carrière, c'est à la prairie. Il y a une carte plus tard, je vais vous parler d'une activité qu'on fait avec les noyers cendrés, puis je vais vous la montrer là-bas. Les forêts médiques, ça c'est une forêt à la limite de Saint-Jean et de la prairie. Prochaine? Mézic, ça veut dire? Mézic, ça veut dire sèche, pas mouillé. L'opposé de ça. Forêt humide, ça, il y en a. Okay? Tout le territoire ici, c'est essentiellement une ancienne vallée où il y avait un voie de communication entre le Saint-Laurent puis le Richelieu à la dernière glaciation, dans le temps que le Richelieu ne descendait même pas de l'État de New York, il passait ailleurs. C'est une communication, donc c'est un bas-fond, un ancien bas-fond de rivière, donc c'est pour ça que c'est toujours humide, parce que c'est vraiment quasiment au niveau de la nappe phréatique, donc ça ne draine pas vite. C'est une des raisons qui est encore là, le boisé, parce que c'était pas cultivable, parce que c'était bien trop mouillé. Pas parce que tant qu'il nous reste, soit qu'il y avait trop de roches dedans, soit qu'il était trop mouillé. Fait que ce qui vous reste, vous pouvez imaginer que c'est des deux en général. Prochaine. Fait que ça, c'est des étangs vernaux parce que ça va puis ça monte puis ça descend. Fait que des étangs vernaux, ça veut dire des étangs printaniers. Puis au cours de l'été, ça s'assèche. Il n'y a pas de petits poissons, il y a toujours des enfants qui vivent là-dedans. Prochaine. Bon, ça c'est notre vedette d'arbre. Vous ne parlerez pas si vous pouvez me dire c'est quoi. C'est la famille Carré-Oval, c'est le Shag Bark Hickory. Alors, on va vous décrire pourquoi on l'appelle comme ça. C'est vraiment spectaculaire, ces arbres-là. C'est le petit cousin du pacanier. Hein, ceux qui mangent des pacanes. Ben, ça, c'est fait comme un genre de pacane, mais ça goûte la pacane, la noix, mais elle est grosse comme ça, fait que c'est pas trop rentable. Prochaine étape. Fait qu'on voit ici les petits pétaniers, les petits plutôt carrières-ovales quand ils sont plus petits. Ce qui est typique dans la forêt, c'est que quand ils sont très jeunes, ils gardent le rachis de leurs feuilles, ça a l'air des grosses épines, mais en fait, c'est la base de la feuille qui persiste en hiver. Ça fait comme un genre de protection partielle pour ne pas se faire brouter par les chevreuils et les autres brouteurs. Au printemps, ça fait des bourgeons qui sortent spectaculaires. Là, ça a l'air comme des tulipes qui ouvrent, puis la nouvelle branche sort de là. Ça, c'est les noix à la fin de l'été. Vous remarquez, la noix est très petite, mais dans une enveloppe excessivement épaisse. C'est le carrier ovale. Prochaine. On a la Diane du Canada qui est une fougère à une plate assez commune. C'est une indicatrice de richesse forestière au niveau floristique. Prochaine. Les bottriches, le grapefern, est-ce quelqu'un qui a déjà vu ça? Le grapefern? Ça, il faut avoir l'année penchée à terre pour voir ça, parce que c'est souvent une couleur un peu grisâtre, brunâtre. Fait que c'est pas un vert qui ressort du reste. C'est souvent un peu comme ça. Fait que ça, une coupe d'espèces dans le boisé. Prochaine. Calmia à fleurs étroites. Ça témoigne qu'ici, on n'a pas juste un boisé avec un sol qui est tout glaiseux, mais avec un peu de calcaire dedans, mais on a aussi des endroits qui sont isolés, là, qui ont un sol plus acide. Ça, c'est une espèce de terrain plus acide. Là. On en a à quelques endroits, le Calmia. Prochaine. Le noisetier à long bec qui est très, très, très fréquent sur le territoire, mais qu'on ne voit pas souvent des fruits dedans, parce que c'est un arbuste pour faire des fruits, comme beaucoup de petits arbustes, il faut qu'il y ait une trouée et plus de lumière pour pouvoir fructifier. Mais on voit que l'espèce est très, très commune en sous-bois, mais sans jamais fructifier tant qu'il y a trop d'ombre. Prochaine. Est-ce que c'est une espèce qui a besoin de mâles et de femelles? Celle-là, je ne pense pas les noisettiers. Ça, c'est le champ de Caroline. Alors, ce qu'on appelle ça le Muscle Beach, là, c'est vraiment une espèce que le tronc est. L'écorce est très mince, mais très, très. Beaucoup de relief, comme ça a l'air comme des muscles un peu. Donc, ça, c'est une espèce qui est très commune aussi dans le sous-bois. C'est un arbuste qui se tient vraiment à l'ombre, qui est très, très tolérant à rester à l'ombre des autres arbres. Prochain. La Mélite Virginie, la Witch Hazel. Fait que ça, c'est une espèce d'arbuste qui est très particulier dans le sens qu'elle fait des fleurs à la fin de l'année, comme là, avant les gels. Souvent, même les feuilles sont tombées, puis là, elles décident de fleurir, puis ça fait ces petites fleurs-là qu'on a des araignées. Et ça fait des fruits qui vont éclater à peu près en même temps, ou un petit peu après.
qui est un fruit qui est particulier, qui a deux grosses graines noires très luisantes, mais qui a une façon d'ouvrir son fruit, que les graines sont explosées. Fait que des fois, on est dans la cour et on reçoit une graine par la tête. Ça peut pitcher la graine, là, ça peut les projeter à plusieurs mètres. Ça fait vraiment une projection très, très forte. Prochaine. La couleur, ça c'est la famille des lys qu'on a dans le coin qui fait une tige grimpante. Okay? Puis en anglais, ça, le carrion flower, parce que ça, c'est une espèce qui a des mâles et des femelles. Puis vous ne voulez pas être proche d'un plant mâle en été quand il est en fleur. Okay? Parce que vous allez promener dans le bout. Oh, y a-t-il un chevreuil mort quelque part ici, là? Ben, c'est ça. Okay? Ça fait une senteur qui est très, très puissante et pas agréable. Prochaine. Il y a beaucoup de vignes de l'hiver, ça c'est plus très commun, les répondeurs adorent ça. Prochaine. Il y a beaucoup d'aubergines, on a au moins 5-6 espèces, c'est pas plus, sur le territoire. C'est très difficile de faire la différence dans les espèces d'aubergines, c'est après les experts. Prochaine. Le prunier noir ou la canne de plume, si vous prenez au printemps, puis avant qu'il y ait des coups de feuilles là, dans la forêt, vous allez voir des gros bouquets de fleurs blanches sur le bord de l'autoroute. Ben, en général, c'est du prunier noir. C'est fleurs avant de faire ses feuilles, fait que c'est vraiment très spectaculaire, c'est facile à voir. Ça fait des petits fruits qui sont comestibles. Comestibles, si vous avez très faim. On ne mangerait pas 4. On mangerait peut-être 1. Prochaine. On a aussi la plus grosse variété de bleuets indigènes, c'est le bleuet en Corée. En fait, quand vous achetez des bleuets commerciaux, ben, ça vient de variété horticole de cette espèce-là. Puis ça, c'est une espèce qui est indigène ici au Québec. Puis c'est très commun. En fait, c'est le seul bleuet qu'on voit dans nos boisés ici. C'est un bleuet qui est vraiment vit dans un milieu très humide. Donc, ça vient facilement sur le prochaine. Il y a Ouverticillé, la Winterberry, qui fait des petits paysages spectaculaires, des fois dans nos forêts ici. C'est toujours assez facile de trouver cet arbre-là en forêt. Ça, c'est un autre arbre qui fait bien l'humeur, là, on a les deux. Prochaine. Et des fois, on arrive sur ça dans nos forêts ici, là, dans certains endroits. C'est dur à manquer, puis c'est spectaculaire. Prochaine. Stéphilie. C'est le blatternut. Ça vient surtout les milieux calcaires en ville. Il y en a les plus communs là, à la région de Montréal. Mais ici, dans le boisé de Rossard, il y a une population à un endroit qui est la moitié de la pièce ici. C'est la seule place qu'il y en a. Prochaine. La buttonbush, qui est une espèce plus tropicale, mais qui vit jusqu'ici. En fait, ça peut pousser jusqu'à plus bas. C'est un peu froid ici, mais ça pousse quand même très bien. Prochaine. Donc ça, c'est ça que ça a l'air le plus proche. Il y en a aussi dans la région métropolitaine, c'est un de calcaire. Sur les îles autour de Montréal, là, il y en a, c'est assez commun comme espèce, puis ça fait des floraisons très spectaculaires en petites boules. Les boules, c'est beau comme un toonie, c'est vraiment très, très. Ça surprend à chaque fois qu'on voit ça, ça parlait avec quelque chose qu'on devrait avoir au Québec. Prochaine. T'as vu, je parle de passé tantôt, pas dire là. Oh! Ça, c'est le sumac cabernet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ça, qui a déjà entendu parler de ça? Le swamp sumac. Tout le monde connaît l'herbe à puce? Oui? C'est comme l'herbe à puce, mais c'est un arbuste. Oui, l'herbe à puce, puis géante. OK? Puis ça, c'est pas mal la plante la plus toxique en Amérique du Nord. C'est une des plantes les plus toxiques au monde. La réaction que vous pouvez avoir à l'herbe à puce, puis ceux qui sont sensibles à l'herbe à puce, bien ça va être beaucoup plus prononcé. Mais la chance c'est que ça, c'est extrêmement difficile d'aller toucher ça parce que ça vit loin dans la swamp. On a trouvé tous une plante menacée au Québec, c'est une plante très rare au Québec. On a trouvé une grosse population ici dans le boisé de Brossard, mais dans le milieu de la swamp, que même si vous échappiez de prison, là, ça ne vous tenterait pas de traverser ça en été. Mais en hiver, c'est comme du béton, fait qu'on voulait se promener ça comme là-dedans, comme si c'était le bain Champlain. Et là, on a trouvé énormément de population, une grosse population, puis c'est facile à trouver parce que ça avec, c'était mâles et femelles. Les femelles ont des grappes de fruits comme ça qui restent pendant presque tout l'hiver. Fait que quand on se promène dans l'habitat en hiver, non seulement on n'a pas les autres plantes qui nous cachent, mais il n'y a rien qui nous empêche de les voir, mais quand on tombe là-dessus, ben, c'est facile, on les voit, on les trouve comme ça, là, sans avoir de misère et tout. Un sumac, c'est un vinaigré, mais est-ce Oui, que c'est un rapport avec le vinaigré qu'on connaît avec les grappes rouges? Moi, je suis parent, mais c'est parce que la grosse différence entre, parce qu'en anglais, les noms, des fois, les noms communs, ça porte à confusion.
Le sumac, là, c'est pas le même nom latin que celui-là. C'est comme l'herbe à puce, c'est Toxicodendron. La grosse différence, c'est que les autres sumacs, leurs fleurs sont au bout des tiges, tandis que les autres sont le long de la tige. C'est pour ça que c'est deux groupes différents, c'est pas le même genre. L'ératotoxique, c'est vraiment juste la feuille. C'est pas toute la feuille, c'est toutes les parties de la plante qui ont l'espèce de petite huile qu'on voit pas, qu'on sent pas, mais si on touche, on met ça sur sa peau, après 15 minutes, c'est fixé, et votre peau va tomber dans la prochaine 2 semaines. C'est plus creux qu'avec l'herbe à puce. Pour les gens qui sont sensibles à l'herbe à puce, c'est essentiellement la même toxine, mais pas mal plus concentré. L'image à droite, ça a l'air comme c'est assez gros, les boules. C'est comme, non, c'est gros comme vrai. C'est tout petit, on voit. Ouais, comme grosseur. C'est très gros comme ça. Là. Jamais vu ça. Ben, c'est ça, en été, là, il faut vouloir. Moi, je n'irai pas les voir. Là. En hiver, quand même, c'est. Jardin botanique. Ouais, c'est ça. Prochaine? Bon, le chèvrefeuille diarrhée, ça, c'est un très beau chèvrefeuille qui fait une espèce de feuille double, là, avec des fleurs. C'est une autre des plantes rares du Québec. Prochaine? Le bourré des arbres, c'est un autre arbre qui est mâle et femelle. Donc, ça, c'est une femelle élegante avec des fruits qui sont très bien flashants en hiver, à l'automne surtout. Puis c'est un arbuste là, qui fait une vigne qui étrangle les autres arbres. Fait que vous voyez, là c'est le bourreau qui est mort parce qu'il est claqué, là, mais quand ça attaque un arbre, ça peut l'étrangler comme un bois qu'on sépare. Puis il y a des arbres qui peuvent mourir juste parce que c'est arbre-là autour. Est-ce que c'est parasitique? Non, c'est juste ça sert l'arbre pour monter pour avoir la lumière, comme beaucoup de vigne. Prochaine? On est rendu à moitié. Pour moi, essayer d'accélérer parce que vous autres, vous commencez à écart. Donc, ça, c'est les risques que tout le monde a vu ça. Prochaine? C'est gingembre, qui est Wild Ginger, la Sarah du Canada, qui est une petite fleur qui est bizarre. La raison que ce n'est pas une fleur qui est attrayante, c'est parce que ça fait. C'est comme le Karen Flower tantôt, ça fait une petite odeur qui sent pas bon, ça enlève une petite souris morte, ça sent comme une petite souris morte, fait que c'est le même que ça attire les mouches. Prochaine? L'aide du Canada, est-ce que vous savez qu'on en a sur le territoire? Pas l'aide du Canada, l'aide des bois. Hein? Le Wild Lake, là, on en a ici, mais ça aussi, il faut vouloir beaucoup pour aller chercher, puis c'est dans le milieu de la soirée, on a des petites buttes, là, il faut faire bien du terrain là-bas pour aller chercher ça, mais ça, c'est dans le boisé de Brassard aussi. Prochaine? L'aide du Canada, ça, c'est quelqu'un qui savait c'était quoi? Ça, c'est du gazon. C'est gros de même, là. Puis ça, cette espèce-là a été décrite par Marie-Victorin, notre patron saint de la botanique au Québec. Et dans le temps, il n'y a pas de GPS pour juste dire de quelle ville qui venait ou de quel point. Lui, il décrivait cette plante-là à quelques endroits dans le sud du Québec, dont la prairie. Mais la dernière fois qu'il y a eu une mention, ça remontait à 75 ans avant qu'on la trouve ici à la prairie. Fait que les botanistes au Québec sont tous venus faire un tour pour aller voir ce qu'il y en a. J'ai une petite touffe dans le boisé de Brossard. Et depuis tout à l'heure, on n'en trouve pas. Parce qu'il faut les voir au printemps quand ils sortent avant qu'il y ait trop de feuilles. Puis ça ne pousse pas gros, mais quand on y va au bon temps, on est capable d'en trouver beaucoup. Fait qu'on va en trouver plusieurs populations. Et ça, si vous plantez ça dans votre gazon, ben, il va en avoir beaucoup dans le prochain. Et c'est comestible? Oui, ça fait des petites billes. C'est une plante stérile. Ça fait des fleurs, mais les fleurs, il ne faut jamais de graines. Et la hampe de fleurs fait un paquet de petites bulles. Puis ça tombe, puis ça part d'autres plantes. En fait, ça, c'est les Amérindiens qui ont amené ça. Fait que c'est pour ça qu'on les voit le long de la rivière Saint-Jacques, parce que ça les voit des corridors de migration, de dispersion. Et fait que le long des rivières, c'est là qu'on en voit maintenant aujourd'hui au Québec. Il y a une plante rare avant, mais là, on a trop trouvé. C'est plus rare. Prochaine. Ça, tout le monde ça, le Jack and the Pulpit, le petit prêcheur, c'est dans la famille des darons, des daracées. Et ça, c'est un autre daracée qui est assez commun dans les lieux vides, le canal des marais. Peut-être quand même sur le territoire, les deux. On continue. Ça, c'est le chou-puant, le skunk cabbage. Ça, c'est assez régional, mais comme on en trouve ici, là, dans le boisé de Brossard, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. C'est une plante de boisé humide. Ça, quand une plante comme ça mature, là, dans des très bonnes circonstances, ça va devenir large comme ça. Là. On a besoin de skunk cabbage parce que quand on brise la feuille, ça sent la moufette. C'est une plante, quand on pousse au printemps, là, les ours adorent manger ça. On continue. Fait que ça, on voit une colonie, vous voyez, c'est tout du skunk cabbage de la porte de vue dans une rivière plantée dans notre territoire. On continue. Ça, c'est la fleur qui sort au printemps. Fait que la fleur, elle sort avant les feuilles. On appelle ça un spat, c'est-à-dire c'est une espèce de grosse bractée, là, une genre de fausse feuille. Puis en dedans, il y a le spat qui est le groupe de fleurs qui sont là-dedans. Ça, c'est une des
4 plantes sur toute la planète qui peuvent produire de la chaleur. OK? Et elle produit de la chaleur, c'est le spat qui produit de la chaleur au printemps pour sortir plus vite. La prochaine, vous allez voir. Ça, c'est dans la neige. OK? Elle peut réchauffer tellement l'air autour d'elle que l'air autour de ça, ça peut être 15 degrés de plus que la neige qui est autour. C'est pour ça qu'elle fait des petites cheminées quand ça sort dans la neige. Donc, c'est assez spectaculaire d'avoir une plante poussée qui fait fondre la neige. Ça, c'est, comme je dis, il n'y en a pas beaucoup de plantes sur la planète qui font ça, c'est une des 4. Comment ça s'appelle? C'est le chou blanc. En français, c'est le 4. Et ça, c'est le spat, c'est dans le milieu, c'est la petite affaire qui est dans le milieu ici. Là. Ça, c'est fertilisé par des petites mouches là, qui aiment ça la chaleur. Prochaine. Fait que ça, c'est le fruit à la fin de l'été. Fait qu'on a la fleur, les fleurs qui commencent au printemps, eux autres, ils flétrissent très rapidement. Après ça, les feuilles, ils sortent, qu'on a vu tantôt, passent tout l'été comme ça. Après ça, les feuilles, ils meurent. Tout ce qui reste, c'est le fruit. Ça a l'air d'un gros ananas, puis il y a des grosses graines noires là-dedans qui germent à l'automne ou au printemps à la fin. On ne fait pas souvent des fruits. Là. En général, c'est quand même une bonne année là, que la plupart des années, on ne trouve pas de fruits. Comme on en trouve, des fruits, on en trouve pas. Prochaine. Ça, vous appelez des marais. Ça, c'est une autre plante rare du Québec, très rare. Et ça donne que la plus grosse population qui a été trouvée au Québec, ben, c'est dans votre boisé de Brossard, mais plus au nord de l'autoroute 30. Puis il y en a des milliers et des milliers. Là. Ça fait une plante d'aquarium, en fait. Là. Il y a des gens qui gardent ça dans les aquariums. C'est une plante qui passe l'hiver ici. Là, puis au printemps, ça ressemble à ça. C'est rouge pétant quand il y a beaucoup de lumière qui rentre dans la forêt parce qu'il n'y a pas d'ombre. Prochaine. Et au cours de l'été, ben, à mesure que l'eau descend, ben, les feuilles ils se transforment à ce que les feuilles qu'on voyait avant, qu'on a des plumes. Ils deviennent des feuilles plus unies à mesure que la plante vient émerger de l'eau sur une plante amphibie dans le fond, puis elle change de couleur rouge à vert. Prochaine. Bon, c'est ici du Bellacourt, de Pink Lady Slipper. Celle-là n'a pas été prise dans le boisé de Brossard parce que c'est notre plus grosse orchidée qu'on a au Québec qui est commune. Mais elle n'est pas commune dans le boisé de Brossard parce qu'il y a beaucoup d'endroits ouverts. C'est une plante qui aime plus le soleil, c'est des endroits qui ne sont pas trop ouverts ici. Il y en a, mais pas beaucoup. Prochaine. Ça, c'est la plante en tête papillon. C'est avec c'est assez occasionnel dans le boisé de Brossard, mais c'est une des plus belles orchidées que vous avez dans le boisé à côté. Vous avez un vrai cheveu, là. Et très, très joli orchidée. Une chaîne. Prochaine. Ça, on voit un cliché de rapprocher de la même orchidée. Prochaine. Ça, c'est un boisé. Ça, c'est justement un cliché de dans la boisée de Brossard. Prochaine. Ça, c'est une autre plus petite. Celle-là, c'est la plante en terre de la série. C'est la Ragged Fringe Orchid. Ça est moins commune, mais il y en a à quelques endroits aussi de ça, mais c'est vraiment pas commun. Puis ça, c'est discret. Il faut se pencher à 4 pattes pour voir ça. Prochaine. L'inférieur d'Orient, ça, si vous allez faire un petit tour en kayak ou en canot dans la rivière Saint-Jacques, vous allez voir dans les baies. C'est un nénuphar assez commun. Prochaine. Ça, c'est l'eau qu'on avait du riz sauvage dans la rivière Saint-Jacques. En fait, dans la rivière adjacente aussi, il y en a, là, à Carignan, la rivière, comment ça s'appelle? Saint-Claude. Non? La rivière Saint-Claude, hein? L'Acadie? Oui, l'Acadie. Il y en a beaucoup dans les bras-morts de la rivière l'Acadie. Mais ça, c'est de la rivière Saint-Jacques, à côté de la Fourche. Donc ça, c'est une plante annuelle, comme toutes les riz. Ça, c'est une des graines qui sort. Ça donne un javelot, là, avec la graine noire que vous mangez dans votre tasse latte, c'est dans le milieu. Là. Mais ça, c'est comme un genre de javelot. Ça tombe on les voit mal, c'est une plante difficile à photographier, mais ça pousse à peu près à 2 petits pieds d'eau dans les bonnes saisons. Là. Ça pousse d'une graine à chaque année. Ça part du fond de la rivière dans 2 pieds d'eau. Ça vient flottant. Ça vient à la surface. Ça fait une tige qui monte. Puis à la fin de l'été, c'est ça que ça a l'air. Et donc, ça, si vous voulez faire un tour sur la rivière Saint-Jean, dans le bras qui s'en va vers le nord, vous allez en avoir chaque automne. Il y en a un tour dans ce coin-là. Prochaine. Tout le monde a vu le roseau commun, là, la phragmite, vous connaissez ça, là, parce que c'est une plante invasive. La phragmite, c'est une espèce exotique envahissante qui vient d'Europe, mais c'est une sous-espèce de notre phragmite indigène. Ça, c'est la phragmite indigène. Il y en a sur le bord de la rivière Saint-Jean, à quelques endroits, c'est difficile de faire la différence entre les deux, donc on ne sait pas. La grosse différence, c'est que les tiges sont rouges bourgogne quand vous tombez sur une table de roseau indigène. Malheureusement, comme toutes nos indigènes, elle se fait rentrer dedans par l'espèce exotique, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus dense.
Mais quand cette espèce-là arrive dans une colonie de roseaux indigènes, ben, ça ne va pas être minutes. La prochaine. Là, c'est un peu plate pour les gens qui aiment les fleurs, là, mais les carex, c'est les sedges. Là. Et une des espèces les plus rares au Québec, c'est le carex épiglobulé. Puis, dans les premiers inventaires floristiques qu'on a fait au Québec, là, c'est-à-dire dans la région, plutôt, on a trouvé une colonie dans le boisé de Brossard du côté nord de la Trempe. Comme je disais tantôt, ben, quand on l'a vu une fois, ben, on en voit partout. Ben, c'est exactement ça qui était fait avec celle-là. Il y avait des grandes colonies. Puis, depuis ce temps-là, moi, j'en ai trouvé plein dans la zone de la prairie parce que c'est une plante de zone inondable. Et ça faisait 10 ans que je marchais dedans, je ne savais pas que c'était ça. Fait que, quand on l'a vu, on est capable de la connaître. Fait que là, quand on l'a connu, on en voit partout. Fait que là, 90% de la population de l'espèce au Québec est ici. Une espèce qui devrait être la statue mais prochaine. Ça, c'est la plus petite plante à fleurs au monde. Elle est ici. C'est une plante menacée aussi. Une plante rare. La Wolfie colombie, à l'aide de la pollution, mais c'est ça. Là. Ça, chaque petite boule, c'est une des plantes. Okay? C'est vraiment très petit. Les fleurs, on voit ce que ça a l'air, c'est bien rare. Il faut faire des expériences en laboratoire pour les faire fleurir. Là. Mais ça peut faire des fleurs. Une petite fleur, il faut le dire vite, c'est pas une fleur, là. Mais c'est la plus petite espèce de plante de toute la planète. On l'a ici. Quand vous voyez un petit film, une petite boule dans la surface, dans une swamp en notre coin, là, c'est cette plante. Prochaine. Le Trieste orangé, ça c'est une autre plante intéressante qui avant qui était sur la liste des espèces rares, mais qui l'été, ça fait des genres de petits fruits comme des petits citrons à la fin de l'été. Prochaine. Là. Bon, notre liste du Canada, ça en vient. Fait qu'ici, là, on n'a pas juste la variété jaune-orangé standard, on a la variété qui est beaucoup moins commune, qui est complètement jaune-jaune, qui est jaune citron. On a la variété encore plus rare qui est rouge. Donc, on a les 3 variétés dans le boisé de Brossard, dans certains endroits. C'est assez spectaculaire. On a même des variations dans ce boisé-là où les pétales sont comme ondulés en plus. C'est des affaires qu'on ne voit même pas en cultivation. C'est assez particulier. Prochaine. Mais c'est tout le ginsan. Ben, on a une espèce de ginsan qui est indigène au Québec, mais on ne peut pas en parler parce que c'est protégé et c'est très recherché, donc on n'en parle pas du tout. On n'en a pas sur le territoire à part à Longueuil. J'ai pas dit ça. Mais ça, c'est le petit ginsan. Il n'y a pas d'intérêt commercial ou pour les braconniers. Ou pour les petites plantes printanières. Prochaine. Ben, ça, tout le monde a vu ça, les tonnes d'Amérique, la Yellow Trap Lily. C'est très, très commun. C'est une des espèces de fleurs printanières qui est très, très commune, qui est très résistante au déboisement, c'est qu'elle persiste même les arbres quand elle est très perturbée. Prochaine. La Sagana du Canada, le Bloodroot, ben ça, c'est très spectaculaire. C'est une des premières à fleurir au printemps, je pense. C'est la première à fleurir au printemps. Très, très peu de temps. Puis la prochaine, vous allez voir, la prochaine. Quand il ne fait pas de soleil, elle est fermée. Elle est juste ouverte au plein soleil. Fait que si vous voyez ça, c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Puis, vous voyez les petites veines, on voit la sève rouge. Ben, si vous cassez la feuille, ben, ça saigne rouge, puis souvent on appelle ça le bloodroot. Ça fait vraiment une sève assez rouge clair. Prochaine. Puis quand les fleurs sont finies à la fin de la courbe d'été, ben, ça fait juste la grande feuille, puis ça fait une feuille qui est assez facile à connaître aussi dans le plancher forestier. Une printanière. Prochaine. Printanier Virginie, c'est une autre des espèces qui est très très rare dans la province, mais ultra commune dans le boisé. Ici, c'est la plus grosse population au Québec. On s'enferme dedans au printemps, c'est très 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 commun, les spring beauties. Mais quand vous sortez de notre patelin ici, ça devient excessivement rare cette plante-là, c'est vraiment pas commun. La prochaine. Là, à grande fleur. On a fait des fleurs qui pendent comme ça. Au patelin, il y a 2 sortes, c'est de la grande, puis il y en a une qui est plus petite. La prochaine. L'hépatique à l'herbe aiguë, c'est l'anémone à l'herbe aiguë. Avant, c'était une hépatique, ça faisait on peut changer les noms. Puis ça, ici, on a la chance d'avoir la variété la plus rare qui est la mauve, comme ça. La plupart du temps, les fleurs sont blanches, puis il y a un peu entre les deux qui est moins commune, là, qui est plus rosée. Et ça, c'est la variété la plus rare de toutes. Puis on a les 3 dans le boisé, on est capable de les avoir quand on est capable dans un même endroit pour avoir les 3. La prochaine. Ça, c'est les feuilles pas de l'année de cette année, c'est les feuilles de l'année passée. Le printemps qu'on arrive avant la floraison, c'est des vieilles feuilles qui passent l'hiver en dessous de la neige, qui prennent cette espèce de petit patron-là qui est vraiment récemment, qui est très très décoratif. Mais
c'est pas les feuilles de l'année, c'est les feuilles de l'année d'avant. Donc, on dit l'hiver, sur les rares plantes printanières que la feuille, elle passe l'hiver, pendant un an. On continue. Bon, tout le monde a déjà vu ça, le trait rouge. En fait, on a les 3 tris ici, on a juste pas le trait blanc. C'est le seul qui manque. C'est plus dans les Montérégions, mais sur le plancher des vaches, ici, dans la riche, il n'y a pas de trait blanc. Prochaine. Ça, c'est le trait ondulé. Ça, c'est super beau, c'est plus petit, là, mais c'est vraiment spectaculaire. Puis ça, c'est un trait qui est vraiment typique des forêts au sol acide, c'est-à-dire où il y a des conifères. C'est que si les feuillus, vous ne trouvez pas de feuilles de trait ondulé, vous trouvez de feuilles l'autre rouge ou blanc, vous n'avez pas trouvé celui-là, et vice-versa. La prochaine. Ça, c'est le trait penché. Il est penché parce qu'il a honte d'être le plus laid des 4 traits. Il est vraiment petit, vert, blanc, il est vraiment moche. Il a pris le trait caché parce qu'il va se mettre la tête comme ça. Mais il y a une particularité pour cette espèce-là, c'est que ça, c'est une espèce la plus nordique de nos 4 traits au Québec. Puis, il n'est pas supposé être ici. Il est supposé être juste vraiment dans la forêt nordique. Puis, c'est une des remarques que Marie-Victoria avait faites, c'est comment ça se fait qu'il y en a. C'est une des particularités de la flore ici, de la région de la Montérégie, mais surtout de la région immédiate, que ce trait-là, il est ici. C'est un trait qui aime ça, avoir les pieds un peu mouillés, avoir le plus dans l'argile. Alors, c'est une espèce qui n'est vraiment pas commune, à part ici, là, puis à part aller plus dans le nord. Prochaine. La nuée, la fleur, je m'excuse, la photo a l'air plus claire quand je l'ai mis, mais en gros, c'est moins belle. Ça, c'est une fleur de marécage, la très très belle. On continue. La Kélan glabre et le White Fiddlehead. Souvent, dans les plates-bandes, on achète là, celle de la variété rose, qui est une autre espèce qui est plus décorative, mais ça, c'est une espèce indigène ici au Québec. Et puis l'autre, le papillon, qui est super beau, là, qu'on a vu plus tôt, là, le Baltimore. Alors, cette espèce de chenille-là a besoin de cette espèce-là. On continue. La scène de la rose, ça, on la voit pas mal partout au Québec, mais ici, on la voit surtout sur les pylônes du gros, dans les zones plus humides, à travers d'autres plantes. Une plante d'automne, ça fleurit surtout il y a peut-être 3-4 semaines, c'était pas mal en fleurs. C'est un genre de fleur qui n'a pas tendance à ouvrir. Puis, en fait, c'est fait pour être puciné par des bourdons, soit qui se forcent dans la grille de la fleur, ou qui font un trou directement pour aller passer leur langue dans la grille. C'est vraiment, tu vois, un petit trou là-dedans, c'est un bourdon qui dit, ben, moi, je ne passe pas par la cheminée, je passe direct dans la fleur. On continue. Il y a aussi des plantes du genre des tournesols. C'est des tournesols indigènes, des liantes à 10 rayons. C'est une plante de sous-bois dans les forêts, c'est super beau. On continue. Ça, tout le monde a vu ça, le Calton et l'arrêt, c'est une plante de printemps, justement, avec les feuilles des arbres sortent. C'est toujours dans les marécages, c'est très spectaculaire. On continue. Et ça, c'est quand, tout le temps, j'ai remonté le thème, j'ai parlé tantôt du phénomène qu'on peut faire des inventaires dans un endroit pendant des années, là, mais si on n'est pas à la bonne place au bon temps, puis savoir ce qu'on cherche, là, on peut passer à côté de plantes qui sont rares. Mais ça, c'est un des cas. Ça a été trouvé dans la base de plein air il y a quelques années. Puis on est allé là plusieurs fois là, à bien des reprises, mais on n'est pas allé dans le petit marécage qui était là ou là. C'est une plante rare du Québec, ça. C'est la rappel d'inventaire. Et on a trouvé ça juste il y a quelques années, mais ça faisait au moins 10 ans que moi j'allais tout le temps, puis je n'avais jamais vu. Parce qu'on n'était pas au bon temps de l'année quand il était en fleurs et en fait comme ça. On continue. Au printemps, c'est une autre plante amphibie. Quand elle est en dessous de l'eau, elle a le feuillage excessivement découpé, comme on voit ici. Puis à mesure qu'elle émerge de l'eau, en fait c'est le niveau d'eau qui descend, les feuilles deviennent plus mouillées, sont alors découpées, mais pas comme dans les feuilles qui étaient dans le milieu amphibie. Puis ça finit par faire des fleurs qui sont ouvertes sur le dos. C'est un grand tapis de fleurs jaunes qui sont spectaculaires. C'est une plante amphibie là, qui est maintenant découverte dans le boisier. Ça fait plusieurs années avant de trouver. Il était juste sur notre nez. Prochaine. Ça, c'est peut-être la plante la plus mystérieuse de notre territoire. Ça, le grand expert André Sabourin, c'est un des membres de Fleurs québécois qui a écrit sa Bible des plantes de cette famille-là, et la famille du chou. C'est une autorité là-dessus, mais malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années, après avoir fini de rédiger son livre. Mais dans son livre, il parle de cette plante-là. On ne sait pas trop si c'est une plante indigène ou une plante qui vit d'Europe, la cardamine des prés et la cardamine pratensis.
Mais la platanise, on la voit souvent dans les milieux perturbés comme les fossés puis d'autres milieux perturbés, surtout dans les cantons de l'Est, puis c'est pas du tout la même plante qu'on a vue là. Je devrais dire que j'ai vu là. Ça, c'est une petite plante de rien du tout dans 2 endroits dans votre boisé brossard. Et si ça s'avérait la cardamine dentée, ça serait la seule population connue de la province. Il y en a 2 populations aussi. Donc, ça, c'est la vedette potentielle éventuelle de votre boisé le plus proche. Prochaine. C'est ça que ça a l'air si vous allez quand elle est en fleurs. Vous pouvez imaginer qu'elle n'est pas en fleurs, là, pour voir les petites feuilles qui sont ici, là, c'est très difficile à trouver, mais bon, quand je dis, vous être au bon moment, à la bonne place, sinon on ne les trouve pas, puis on peut passer dessus, marcher dedans, puis on ne verra jamais. On va passer. C'est ça que ça a l'air, les petites feuilles, ça c'est gros comme ça. Prochaine. Ça, c'est notre seule plante qui a été extirpée dans le coin. Ce n'est pas une plante rare du Québec parce que plus à l'est, plus au nord, elle est assez commune. Et dans la région métropolitaine, c'était la seule population qu'on avait dans notre coin. C'était à la prairie, dans le développement qu'on appelle le grand boisé. Maintenant, on l'appelle le grand déboisé parce qu'il n'y a plus de bois. Puis ça, c'était une des premières victimes du développement. C'est-à-dire qu'il y avait une petite colonie ou 2 de cet animal qui est une plante printanière. Puis maintenant, il n'y en a plus. Donc, je veux dire que des fois, là, le développement, c'est pas bon pour la diversité. La biodiversité. Prochaine. Bon, la protection des nids de tortues. Ça, c'est notre vedette, la tortue géographique qui est menacée. Alors, on fait des protections de nids depuis pratiquement le début de notre organisme. Prochaine. Donc, ça, c'est une tortue sympathique qui est en train de pondre dans un de nos sites de ponte. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que notre technique s'est raffinée depuis au cours des ans. Là, mais on met essentiellement des grilles de protection où on trouve des nids. Donc, pour être sûr qu'il y a un nid, parce que des fois, c'est pas trop clair s'il y a un nid ou pas. On creuse un peu, quand on trouve les œufs, on remplit le tout, puis on met une grille qui est comme ça. Ça, c'est une grille essentiellement anti-prédateur pour décourager les ratons laveurs, les moufettes, les coyotes, et les autres bébêtes qui veulent manger les œufs, parce qu'il y en a beaucoup d'animaux qui veulent manger les œufs, qui ont énormément de succès à manger tous les œufs dans la plupart des nids d'un endroit. Alors, c'est fait pour que les ratons laveurs aient moins ça, se promener là-dessus, puis creuser à travers. Puis on voit ici la grille, quand elle est enfouie, on ne la voit pas, parce qu'on ne veut pas que les gens les voient non plus les grilles, c'est un endroit secret, qu'on essaie de garder secret le plus longtemps possible. Puis on voit que les prédateurs ont essayé de creuser pour rejoindre les nids parce qu'ils les sentent avec leur odorat, puis ils arrivent sur les petits pics qui sont sur le côté, puis ça les arrête. Fait que ça fait, on appelait ça au début le Coon Crippler 2000, parce que les ratons laveurs qui essaient de passer à travers ça, ben, ils se découragent. Les ratons laveurs sont très, très persévérants, puis les ratons laveurs qui étaient capables de s'adapter et de trouver des trucs pour passer à travers la grille. Fait qu'à chaque année, c'est comme une bataille de trouver d'autres trucs pour que la grille continue à fonctionner. Prochaine. Comment est-ce que vous savez qu'on est petit, peut-être la question? Hey, vous voyez vraiment à l'avenir. Hein? Les petits, ce qui arrive, c'est qu'ils éclosent dans le nid à fin septembre, là, surtout, mais ils ne sortent pas à fin septembre. Ils restent dans le nid jusqu'au printemps d'après. Fait qu'ils sont de la ponte jusqu'à l'éclosion, c'est 11 mois pour la tortue géographique. Pour la tortue peinte aussi, les tortues serpentines éclosent à l'automne. Mais les 2 autres espèces, ils passent l'hiver dans le nid, puis ils éclosent aux premières pluies chaudes du printemps d'après. Des fois même, les nouvelles pontes des femelles ont commencé, puis les derniers nids ne sont pas encore sortis. Des fois, c'est toute l'année qu'il y a des œufs, des bébés dans la terre. Qu'est-ce qu'ils mangent tout ce temps? Ils ne mangent pas. Ils sont dormants. Ils restent là. Ils ne bougent pas. Fait que quand ils sortent des grilles, on le voit parce qu'ils font une petite cheminée, ils sortent tous ensemble quand ils viennent pleuvoir. Puis on est capable de savoir s'ils sont sortis parce qu'on voit ce trou-là. Vous voyez, ils ont passé à travers la grille ici. Puis des fois, on arrive, puis on en pogne, ils sont en train de sortir après la pluie. Il y a des bébés qui sont en train de sortir. On voit les parties des grilles ici. Fait qu'ils font une cheminée communautaire. C'est comme un jailbreak là, à 12, là, puis ils sortent tout en creusant. Puis en profite justement quand la terre est molle pour pouvoir être capable de sortir plus facilement. Prochaine. La tortue géographique a tendance à être très, très grégaire. Puis quand il manque de place, ben, ils s'empilent, ils font des étages. Là. Ça, c'est des mâles ici. Ça, c'est toutes les femelles, les grosses femelles. Mais ça, des mâles adultes. C'est pas des bébés. Là. Les mâles sont très petits. Les femelles sont très grosses. Il y a une erreur d'espèce de tortue qui a un très gros dimorphisme de taille entre les sexes. Puis les nids ont tendance à être grégaires. Ça donne une opportunité de surveiller comment on a notre population dans le territoire. Puis Robert, c'est notre spotteur
annuel. À chaque mi-mai, la première journée qui fait chaud, ben Robert va voir, puis il compte tout, voir comment est-ce qu'on en a de femelles à peu près. Parce qu'ils ont toute tendance à se ramasser là. La raison qu'ils se ramassent là, c'est à cause de nous. On sait qu'ils aiment ça être grégaire. Prochaine. Fait que quand on est arrivé à commencer à faire ça, dans la même courbe de rivière, il y avait juste un gros bloc de béton, puis ça c'était le real estate du coin. Fait que ça s'empilait tout là-dessus. Il n'y avait pas d'autre place. Des fois, ils s'enlignaient sur les fragments. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire un gros radeau avec un paquet de bûches. Fait qu'on est allé chercher des bûches dans la voie maritime là, au printemps. C'était en bateau. On a tout attaché ça avec des cordes. On a fixé ça sur la berge. Fait que ça fait un gros radeau là, juste en bas du pont du Watershore. Si vous arrêtez sur le pont, vous voyez un gros paquet de bio, ben, ils sont là parce qu'on les a mis là, puis on en rajoute à tous les 2 ans pour être sûr parce qu'il y a la mesure que les années passent. Puis ça fait en sorte qu'ils sont capables de se ramasser tout là. Puis après que Robert est passé, moi j'essaie de passer avec ma caméra avec un objectif assez long. Puis là, on joue au paparazzi, au prochain. Là, on prend des photos du côté des deux temps, puis on fait un répertoire, comme vous savez, comme ils font des fois les répertoires de baleines dans le fleuve, on prend des photos du dos parce qu'ils ont des égratignures, des petites coupures, des cicatrices, et ça, ils sont capables de dire, bien ça, c'était une baleine juste avec les empreintes de cicatrices. On est capable de faire la même affaire que les empreintes de pyjama sur chaque tortue, parce que ça ne change pas avec les années, fait que celle-là, si on la reprend, on est capable de matcher avec le répertoire qu'on a à chaque année. Chaque année, on est capable de dire, bien ça, c'est notre tortue qu'on a nommé numéro 4 à telle année, puis elle vient capable d'avoir un suivi des femelles adultes comme ça. Elles sont toutes différentes. Ça, c'est la numéro 3. Prochaine. Bon, on fait l'éradication de plantes envahissantes. Essentiellement, c'est de nos bénévoles. On ne la fait pas chaque année, mais on est capable. Prochaine diapo. On vise surtout la fragmite, mais notre ennemi numéro 1, c'est le niapoin catarctique parce qu'elle est plus facile à extirper. Mais aussi la fragmite, on fait des petites expériences pour ça. Puis la plus tough, la plus résistante, c'est la grenouille japonaise. Il y en a des trucs pour ça, mais il faut vraiment s'y mettre là. Le niapoin catarctique, avec nos techniques qu'on a, on est capable de faire une éradication à 100% dans notre territoire, c'est très facile. Je ne peux pas donner des gros détails là-dessus parce que c'est un peu long, là. Il faut dire qu'on fait des expériences pour essayer de voir comment on peut contrôler ces 3 espèces-là qui sont très, très dévastatrices pour nos écosystèmes. Prochaine. Bon, on a suivi des populations de mulettes, des freshwater mussels. Dans la rivière Saint-Jacques, on a 7 espèces. Puis dans la Voie, on a 22. C'est quand même raisonnable comme population. Pendant 6 années, on a suivi sur un tronçon à peu près 100 mètres. On a tout recensé les mulettes, puis à chaque fois on les recensait, on les burinait, et on les marquait. Fait que ça, c'est le territoire qu'on avait, c'est essentiellement cette zone-là, derrière la rive des Roseaux, qui nous reste pas loin ici. Fait que c'est ce secteur-là de la rivière. Et ça, c'est le secteur de la rivière qui est vraiment populeux, c'est pour ça que c'est facile à trouver les moules là-dedans. On continue. Prochaine. Fait que ça, c'est 4 des 7 espèces qu'on faisait des recensements dans ce secteur-là. Les Nazigane, les Russes ont tous des noms un peu difficiles à prononcer parce que c'est tous des noms basés sur le français. L'anglais, c'est encore pire. Là, les mulettes, ils ont des noms anglais là, assez exotiques. Mais ça, c'est essentiellement les 4 des espèces qu'on fait du recensement. On continue. En fait, on avait un burin électrique comme ça, puis à chaque fois qu'on attrape au moins une fois par année, la première année, on lui donne un nom, un numéro dans la séquence qu'on avait pour l'espèce. Puis on marquait le dernier chiffre de l'année où on l'a attrapé. Fait que celle-là, c'était le numéro 189. Puis la première fois qu'on l'a tagué, c'était en 2019. Et celle-là, c'était en 2018. Puis la croissance était rendue là. Puis quand on a repris en 2019, elle a poussé de ça à ça. C'est comme une tortue, ça a grossi tranquillement pas vite. Et la 169, on l'a repris aussi en 2018. Puis on l'a repris en 2019. À chaque année, on les mulettes, puis on prenait des photos avec la taille, avec l'instrument de mesure qui est là, puis pour savoir exactement comment ils étaient grandis pour faire des tableaux de données de taux de croissance et de mortalité. Parce que c'est comestible. C'est comme tantôt je parlais du prunier du Canada. Oui, c'est ça. C'est comestible, mais une fois. Alors, c'est épouvantable comment ça goûte pas bon. Okay? C'est tous les moules d'eau douce des États-Unis, en fait, du monde, là, sont reconnus pour être épouvantables. Et il y a là-dessus une substance qui s'appelle la
putrécéine. Fait que ça vous dit tout de suite à quel point c'est délicieux. Mais pas pour les loups, eux autres. Ben, les rats musqués, là, eux autres, la putrécine, ils aiment ça. OK? Parce que sont vraiment. En fait, une façon de recenser ces animaux-là, c'est qu'on trouve les dépotoirs de ratons de rats musqués. Parce que les autres ont tendance à tout ramener les moules à la même table de lunch, ils laissent tous leurs déchets là. Fait que quand on va avoir une idée des populations de moules d'une rivière, on fait le long de la rivière, on trouve un goutte, puis c'est eux autres qui font notre recensement pour les autres. OK, la prochaine? Ben, c'est une façon, comme je disais, la durée. Ça, c'est les fichiers qu'on faisait là, pour chaque individu une fois par année qui était repêché. Si c'était une première fois, on met le chiffre, on met le numéro, c'est le premier rendu, puis on écrit l'année en 2021, ça, c'est une petite job. Prochaine? Bon, projet de suivi de la population de noyers cendrés. Tantôt, je disais que les problèmes avec les noyers cendrés, non, je ne sais pas de le voir en fait, mais en fait, les noyers cendrés, c'est une espèce en voie de disparition parce qu'il y a un champignon, là, une maladie mortelle, qui finit par tuer tous les arbres. Puis donc, on essaie de faire un suivi de population, voir si répondre à la question, est-ce que les noyers cendrés sont capables de survivre à l'éradication en faisant de la reproduction malgré d'être malade. Puis nous autres, je pense qu'on a répondu à la question parce qu'on a trouvé plusieurs bébés qui repoussent dans les zones où les arbres sont très malades pendant des années et des années. Parce que les arbres sont très sensibles, puis dedans, ils commencent à avoir des signes de maladie 5 ans après sont morts. Il y en a d'autres que depuis le temps qu'on faisait ça, ils ont l'air sur le bord de mourir, mais il y a encore plein des feuilles, puis il y a plein de bébés autour d'eux autres. Les bébés, ils poussent, là. Puis il y en a qui meurent de bonheur, mais il y en a qui continuent à pousser, fait qu'il y a une certaine résistance à la maladie. Prochaine. Donc ça, c'est le secteur, tantôt tu me disais, Kevin qui me demandait c'était où la rivière, le lac, c'est ici. Fait que le chemin Chinzan, la 30 ici, c'est dans ce boisé-là, ici, là, qu'il y a une espèce de grande carrière abandonnée. La zone où on faisait notre suivi pour les noyers, c'est toute cette zone-là, puis il y en avait beaucoup, là. On continue. Fait que ça, c'est le signe de la maladie. Quand vous êtes dans le groupe, vous trouvez un noyer, là. Fait que quand vous voyez des taches comme ça, des genres de sueur noire, là, ben, ça, c'est la maladie qui va commencer à attaquer l'arbre. Ça fait des grosses plaies, quand ça tombe. On continue. Puis, la façon de trouver un noyer plus facile, c'est en hiver, au printemps, quand il n'y a pas d'autres feuilles dans aucun arbre, on est capable d'aller fouiller. Quand on est capable, quand on a vu 2-3, on est capable de les voir, on les voit tout partout. C'est des arbres qui ont une façon de porter leurs branches, puis une écorce qui est très, très particulière. Fait que ça, c'est Robert qui est ici. Robert, qui est dans notre histoire. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on mettait un clou dans l'écorce pour toujours mesurer au même endroit. Puis quand on la voyait chaque année, on faisait un tour du diamètre, puis on enregistrait c'était quoi le diamètre de l'arbre, avec une photo de l'arbre pour avoir une idée de l'étendue de la maladie à chaque année. Fait que ça soit en fin d'hiver, au début de printemps. La prochaine? Philippe? Oui? Je vais peut-être une autre 5 minutes. Oui, ça arrive, là, sont finis bientôt. Fait que ça, c'est pour vous montrer les photos typiques d'arbres, c'est-à-dire que ça, c'est accroché sur les clous où je parlais. Fait que ça, c'est un arbre qui est en santé. Un petit peu que tu as l'air en santé, il n'y a pas de signe de maladie. Ça, c'est un arbre qui est clairement malade, il y a plein de taches noires. Puis, typiquement, la base de l'arbre, c'est là que c'est le plus évident, bien qu'il tombe d'écorce, puis ça veut dire qu'il n'est pas encore long à vivre l'arbre. On continue? Fait que ça, on faisait ces cadavres que je vous montrais, fait que des plus petits bébés noyés, ça vous montrait qu'il y a de la reproduction, parce que toutes les arbres sont infectés dans notre secteur. Il n'y a pas un seul qui n'a jamais de signe de maladie. On trouve quand même des bébés autour d'arbres qui ont l'air vraiment épouvantablement malades, mais continuent à regarder ça reproduire dans les jeunes. Fait que des plus jeunes, aux plus vieux, aux mourants et aux morts. Fait que quand ils sont morts, on arrêtait les sous, c'est sûr. Alors, le prochain. Fait que ça, c'est le secteur autour du lac que je vous montrais tantôt, là, mais avec moins de forêt. Fait que ça, c'est les flaques bleues, c'était tout qui étaient vivants. Ceux qui étaient décédés, c'est les rouges feuilles, souvent plus que ça aujourd'hui. Mais il y a quand même des nouveaux, il y avait du reculement, c'était ça qu'on voulait trouver. Prochaine. Restauration écologique forestière, ça, c'est la dernière activité. Fait que ça, ce qu'on fait, c'est la prochaine diapo. Au début, on plantait des petits arbres. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de mortalité. Les fournisseurs d'arbres, c'était surtout le gouvernement avec des dons aux municipalités. Mais il y avait la mauvaise tendance à nous donner des petits arbres à fin mai. Fait que là, c'était tard pour planter des arbres. Il n'y avait pas un gros succès, beaucoup d'arbres qui mouraient. Fait que là, on va essayer de trouver une autre façon de fonctionner. Fait que Robert, avec l'aide de Robert, commençait à ramasser beaucoup de noix. C'est-à-dire essentiellement, on essaie de remettre des
des essences d'arbres qui sont perdues dans les friches, parce que dans les friches, il y a toutes les essences d'arbres qui arrivent par le vent, parce que les graines sont portées par le vent, comme les peupliers et tout ça. Mais les arbres qui ont des noix, ben, ça ne vole pas par le vent, il faut que les écureuils traversent la route et aient à planter loin. Donc, on dit on va jouer aux écureuils, puis c'est ça qu'on va faire dans les forêts, on va mettre nos arbres d'arbres, ça veut dire toutes les chênes, les carriers, puis le noyer. La prochaine. Donc, ça, c'est les collectes de notre collègue Robert qui est ici, le brossard, avec des noyers de carriers cordiformes, de chêne rouge. Ça, c'est des noix de noyer cendré. Les noix de ici. La prochaine. Et là, on fait aussi beaucoup de plantage, de plantation personnelle active à manuel, mais on a aussi recruté les écureuils, OK? Puis on les paye littéralement avec des peanuts. C'est-à-dire que toutes les noix qu'on plante sont plus difficiles à ouvrir que des cacahuètes. Les écureuils, eux autres, l'automne, ils cachent tout dans le bois, ça ne les dérange pas. Fait qu'on mettait des genres de petits fileux comme ça avec à côté des piles de noix, les noix dedans. Donc les écureuils mangeaient les cacahuètes puis ils allaient planter les noix. Puis ça a marché, on a trouvé plein de petits arbres autour de ce qu'on faisait ça. C'est la même chose ici qu'on faisait avec les noix de noyer. Prochaine. Donc ça, c'est Robert à côté d'une de ses plantations après quelques années. Là, il était petit, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on a fait ça. Prochaine. Ça, c'est moi la semaine passée, avec un noyer cendré qui est rendu nettement par-dessus ma tête. Ça, c'est des arbres qu'on a plantés à la main, okay? Ou avec des écueils. C'est gratifiant de voir les choses qu'on fait avec plusieurs années projetées. Dernière. Ça, c'est juste un petit teaser, parce que si ça vous intéresse, comme je disais, on peut éventuellement faire une présentation sur les projets de renaturalisation résidentielle, c'est-à-dire inviter la nature dans votre terrain. Probablement qu'il y a des gens d'entre vous qui se sentent un peu coupables d'avoir un grand terrain avec du gazon, avec des plantes exotiques décoratives, mais dans le fond, qu'il n'y a pas d'écosystème fonctionnel dans votre terrain. C'est pas ça pour vous sentir coupable, tout le monde va faire ça. Juste pour planter une graine. Fait que, moi, j'ai quand même beaucoup de plantes qui sont pas indigènes, mais ça, c'est mon terrain chez nous. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'entretien qui manque, là, mais ça manque de temps. Mais j'ai arrêté de compter le nombre d'espèces exotiques, pas exotiques, indigènes que j'ai plantées sur mon terrain, incluant beaucoup d'espèces rares et menacées du Québec, que sur mon terrain, des fois, ils trouvent un habitat qui profite, ça n'a pas de bon sens. J'ai des espèces qui sont excessivement rares dans la province qu'il faut que j'arrache parce qu'ils profitent trop dans ma cour arrière. C'est le potentiel de faire quelque chose de beaucoup plus décoratif que ça, même si c'est indigène. Si éventuellement ça vous intéresse, je pourrais faire une présentation juste sur ça parce qu'on pourrait en parler 2 heures. Des choses que vous pouvez planter, des choses que vous ne devriez pas planter parce que les affaires qui peuvent pas mal être invasives quand c'est indigène. Incluant faire des étangs artificiels, des étangs baignables, de la flore aquatique, de la faune, tout ce côté bien. La nature, comme ils disent dans le film de The Field of Dreams, c'est Build it and they will come. C'est vrai en tabarnouche quand on fait ça, de la renaturalisation sur le terrain, c'est impressionnant qu'est-ce qui arrive tout seul, puis qu'est-ce qui s'entraîne d'autres fonds. Prochaine. Désolé, j'ai vraiment essayé de mon mieux d'aller plus vite que je pouvais pour vous laisser un peu de période de questions, mais là, c'est Kevin qui va être le méchant qui vous a dit si vous avez le droit de poser des questions. Oui, c'est ça. 5 minutes de questions. OK. Oui. On va répondre à des questions de Dieu. Le chancre, est-ce que c'est bactérien ou c'est un champignon? Un champignon. C'est un champignon. Oui. Puis est-ce qu'il est un peu partout à part le Québec? Oui. Aux États-Unis, il y a pas des astres. Puis, malheureusement, à cause c'est un sport qui est porté par le vent, même les populations qui sont très éloignées d'autres, ils sont contaminées. C'est vraiment une question d'avoir on espère d'avoir des résistances, mais il y a un phénomène qui arrive, c'est qu'il y a eu la plantation de noyer japonais comme arbre ornemental. Puis lui, il est très proche parent, ça c'est un arbre asiatique, il est très proche parent de notre noyer. Il y a eu beaucoup d'hybridation. En fait, ceux qu'on voit qui sont plus résistants, on soupçonne que c'est des hybrides, juste parce que le vent apporte les spores, pas les spores, mais le pollen très très loin. On peut imaginer s'il y avait des études génétiques, mais ça avait beaucoup d'informations là-dessus parce qu'il y a beaucoup de financement pour ça. Mais probablement que ceux qui sont les plus résistants, s'ils ont de la génétique de
voyer japonais dans leur SEB. Ouais. Vu que tu étudies le même milieu depuis tellement longtemps, est-ce que tu vois des gros changements par rapport au changement climatique ou la faune, la flore? Ben, le gros changement, c'est toutes les freins sont morts. Les freins adultes, là, on a encore beaucoup de petits freins, mais ça a ouvert la canopée, ça n'a pas de bon sens. Toutes les espèces indigènes invasives, comme la fragmite, le nègre, ben là, ils ont le soleil plein la face, fait que là, ils explosent. Là. Mais c'est un avantage juste parce que les noyers, ils n'aiment pas l'ombre. Fait que dans des forêts comme ça, on voit plus souvent des nouvelles pousses. Où c'est qu'on les voit, c'est où il y a un chasseur qui a mis son mirador et coupé 4-5 arbres autour, il a fait une trouée. On trouve toujours des noyers là, parce que ça fait une trouée artificielle, puis en fait, tout à l'heure, il pousse très vite dès qu'il est au soleil. Mais si on peut extrapoler avec les freins qui meurent et qui ouvrent la canopée, je peux vous prédire que dans une dizaine d'années, on va voir beaucoup plus de noyers à cause de ça, parce que là, ils en profitent pendant qu'il y a un gros break dans la forêt. Est-ce que le renard gris, il s'est documenté quelque part? Ben, dans ma cour. Non, mais si je vois sur Internet. Ben, je ne sais pas si vous connaissez le site Internet iNaturalist. Ben, c'est pour c'est tous des inventaires de sciences citoyennes comme nous autres. Là. Quand vous voyez n'importe quoi, vous pouvez avoir votre application sur votre téléphone, vous voyez une chenille, vous prenez une photo, vous pouvez l'uploader sur le site des naturalistes, puis en plus, il va vous donner une identification la plupart du temps quand vous ne savez même pas c'est quoi. Fait que ça, moi, quand j'ai toutes mes données comme ça, on les met sont toutes sur les naturalistes. Fait que si vous tenez renard gris dans le coin, vous allez voir des photos. Des photos de capture de caméra de GD. OK, merci. Juste une question. Oui. Quand vous avez nous montré la carte où tu vas, est-ce que c'est le privé ou est-ce que... J'attendais cette question-là. Où c'est qu'on peut aller pour avoir toutes ces affaires-là? C'est très difficile, c'est tous des terrains privés. Il faut y aller discrètement. Il n'y a pas de sentier. Il faut vraiment vouloir aller dans la plupart de ces endroits-là parce qu'il n'y a pas de sentier aménagé. La seule place qui va être un peu aménagée, ça va être la base de plein air à Brossard. Ça fait des années qu'on en parle, puis ça traîne encore, c'est supposé se faire, mais éventuellement avoir des sentiers, mais ça va être assez limité comme sentier. On ne peut pas aller bushwhacker dans le fond de la forêt où moi j'ai trouvé toutes ces affaires-là. Mais comme je dis, c'est pas un terrain qui est très hospitalier à la randonnée. Là. La plupart des places humides, vous n'allez pas là sans avoir des bottes qui sont jusque-là au minimum, là, des petites chaussures à l'épreuve de l'eau, vous n'irez pas loin. Là. Puis il faut vouloir, là, parce qu'après la mi-mai, il y a des maringouins là-dedans, là, c'est épouvantable. Fait que ça prend pas mal de volonté pour aller faire toute l'exploration qu'il y a là, mais il y a des endroits qui sont. On arrive là, puis vous n'en reviens pas qu'on a ça ici dans le territoire, mais c'est comme dans le fond de la swamp, il y a des petites îles des petits butons, là, puis c'est spectaculaire, mais faut vouloir se rendre là. Moi, j'aimerais bien vous voir revenir pour vous parler des aménagements. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà réglé le problème de mon mari avec son gazon. Oui. C'était mon but en partant, c'est plus de gazon. Il n'y a pas de gazon, mais alors j'ai planté. Comment ça s'appelle? C'est comme des grandes chouettes. Des graminées. Ouais. Le pardon de Gérard? C'est en train d'envahir. Ben, c'est quand je disais tantôt, je faisais une petite parenthèse, un petit preview de qu'est-ce que vous devriez pas mettre. Qui ont tendance à haïr votre terrain parce que les plantes indigènes qui sont faites pour vivre ici, là, il y a des affaires, là, j'ai une longue liste d'affaires que si je recommençais à zéro, je ne mettrais pas ça, puis juste perdre le contrôle. Avec son tracteur, sa pelle, Ouais. pour les enlever. Ouais. Ça pousse. Ben, c'est des plantes, des graminées qui viennent du tall grass prairie, qu'ils appellent là, dans les prairies. Là. Ben, ils appellent pas ça du tall grass prairie pour rien, ça vient par-dessus ta tête. Là. Puis ça fait beaucoup de graines, puis ça pousse dans le gazon parce que c'est une graminée, mais c'est fait pour vivre dans des prairies qui ont plus de sécheresse. Fait que les racines, ça descend comme 6 pieds dans la terre, fait qu'un beau ton de ça, ça sort pas. Là. Fait que ça, j'aurais pas recommencé. C'est bien beau, là, mais ouais, c'est très beau, mais faut savoir qu'on va les avoir pour longtemps quand on plante ça. On va en avoir beaucoup plus qu'avant. Ça s'appelle ton Graminé, Ouais. Si on s'en va à Saint-Bruno, le long de la tête de chemin de fer. Ben ça, c'est du miscanthus. C'est du miscanthus qu'ils mettent là. Il y en a qui c'est un petit peu envahissant, le miscanthus, mais c'est pas indigène, mais c'est pas trop envahissant. Il y a moyen de contrôler ça. Là.
Mais moi, ce que je pense des plantes, c'est vraiment des gramillées très grandes qui viennent des prairies canadiennes. Là. Puis ça, il faut y aller bien gros si vous en mettez parce que vous allez être pogné avec longtemps. c'est très, très envahissant. Ça ne vient pas d'ici non plus. Ben là, je suis pas trop sûr de quel que vous pointez, faudrait que j'aille voir, là, mais souvent c'est du miscatus qu'ils mettent, là, du petit miscatus, là, mais c'est une plante ornementale, mais pas une plante, ça. Est-ce que vous avez un site web qui en parle? Pas encore. Ça, c'est un work in progress. C'est pas encore quelque chose qu'on a vraiment intégré dans nos activités, parce que c'est juste une activité personnelle. Puis nos membres, souvent, ils vont mettre des indigènes sur leur terrain, mais c'est plus mon expérience personnelle à moi. Là. Mais là, c'est de faire une présentation pour les do's and don'ts. Oui. Pardon? Les communes, c'est des freins, mais là, ils sont tous morts. Avant, c'était ça qui était plus commun, mais les gros sont morts. Il y a encore beaucoup de petits freins qui vivotent, qui vont grandir, qui vont mourir, qui vont se faire attaquer par la grille. Mais il n'y a plus de grands freins. Mais après ça, il y a beaucoup d'arbres qui sont plus communs. Les érables rouges, c'est très commun. Il y a beaucoup d'espèces, des peupliers, des choses comme ça, des bouleaux, il y en a en masse. Oui? Vous parlez de l'application des espèces stimulation. Oui. C'est pendant quelques années que vous avez... Bien, c'est un temps perdu. Là. Moi, je fais des petites expériences personnelles avec ça. Je savais que je pourrais faire une présentation rien que là-dessus pendant 1 heure des techniques que vous pouvez utiliser, puis pas de contrôle. Nous autres, le contrôle, c'est pas ça qu'on vise. On vise l'éradication, un autre E sur les 3 E, l'éradication d'espèces exotiques envahissantes. Là. Parce que moi, le contrôle, juste couper les affaires pour qu'on les voit pas, puis ça repose à la level, c'est tout le temps perdu dans ça revient, est-ce que ça... Ben oui, c'est ça. Il faut les empoisonner. Là. Ça, c'est un sujet qui peut être un peu controversé, mais la façon qu'on le fait, nous autres, c'est on appelle ça l'approche chirurgicale avec des biopesticides, puis ça marche très bien, puis ça n'a pas d'impact sur l'environnement de façon significative. Mais comme je dis ça, je pourrais pas. Tous les secteurs que j'ai parlé là-dedans, on pourrait passer 1 heure à passer de chaque secteur là, en précision. Vous dites que dans le bois de ressort, dans la région de Montréal, avec des espèces que le Québec, c'est peu commun, mais ici, c'est commun aussi. Juste de fois, je ne sais pas quelle plante. Très bonne question. La réponse, c'est le calcaire. C'est le calcaire, OK? Le gros du Québec, c'est dans le bouclier canadien qui est sur du granit, c'est-à-dire des sols acides. Quand on va dans les Appalaches, c'est la même affaire. Dans le plancher des vaches, sur l'ancienne mer de Champlain, qui est la plaine agricole ici, et la région métropolitaine, le socle rocheux, c'est du calcaire à Montréal. Puis sur la plaine agricole, ici, c'est de la glaise de Sainte-Rosalie. Gina pourrait vous en parler. Il y a un gros contenu calcaire là-dedans. Puis à cause de ça, on voit les plantes qui ont des affinités calcaires qui sont vraiment présentes sur le territoire. Et vu que c'est la minorité du territoire qui a une affinité calcaire, la plupart des plantes rares sont dans ces milieux-là. C'est pour ça qu'on trouve tant de plantes qui sont plus communes au Québec, qui sont communes en milieu calcaire. Des plantes que si vous allez au Texas, 90% du Texas c'est calcaire, là c'est bien commun, mais ici c'est l'exception. C'est pour ça qu'on trouve des plantes qui sont rares dans le territoire. Très bonne question. Merci beaucoup. Je vais vous arrêter là, je pense. Ça fait encore longtemps, mais là, je pense qu'on va embarquer sur votre AGA. Je sais que c'est le fun de l'AGA. Mais j'aimerais vous remercier beaucoup énormément. C'était super. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. C'était le but. Oui. C'était nos mandats. Je ne savais pas qu'il y avait tellement d'espèces, de plantes. On a effleuré. Effleuré même. Je pourrais m'étendre dans l'âge, parce que les plantes, là, on peut en parler pendant 3 ans. Même si vous n'avez pas donné d'avance, je vais vous donner une dose. Un gros merci. Vigile alerte, vous faites du travail très important. Écoutez, c'est excessivement apprécié, puis je vous remercie tous pour l'invitation. Ça m'a fait un grand plaisir de venir vous clacoter, puis vous avez vu que je suis capable de clacoter longtemps. Mais c'est toujours bien plus intéressant de faire des présentations avec des gens qui sont intéressés, puis surtout les gens qui connaissent déjà une grosse partie du sujet, c'est toujours de fun de montrer qu'ils ne savent pas tout. Je veux juste remercier aussi Marla et Serge d'avoir suggéré de l'inviter ce soir. C'est une très bonne idée. Merci, Marla. Et merci à Claire et tout le monde qui l'a aidé aussi avec les desserts et le café été ce soir. Merci. Merci tout le monde pour ce soir.